Alors, ok, je vais les appeler tout de suite. Allô, allô. Oui, bonjour. Oui, ça va? C'est Florent ou Nicolas? C'est Non, c'est Nicolas. Nicolas. Bonjour Fabien. Ok, parfait. Bah, ça va? Ça va? Ok, ok. Bah, écoute, on va Tu m'entends commencer. bien? Pas... Tu m'entends bien? Ouais, c'est nickel, ouais, au niveau du son, pas de problème. Bah, je vous demande, hein, vous aussi, un auditeur sur le chat, si vous pouvez me confirmer que c'est ok au niveau du son, bah, n'hésitez pas. Et s'il y a des problèmes, bah, vous intervenez, hein. Vous savez que je fais le point régulièrement sur ce que vous nous dites sur le chat écrit. Donc, bah, Nicolas, déjà, je pense que je vais te laisser te présenter rapidement. Donc, tu es analyste technique chez AvaFX, spécialisé sur le CAC, c'est Voilà. ça? Bonjour aux auditeurs. Donc, je suis analyste technique d'AvaFX en charge donc tout ce qui est de conseils, de stratégie, d'analyse des marchés, que ce soit sur le CAC 40, les grands indices, les matières premières, les devises, tous les produits qu'on propose chez AvaFX. Ok, ok. C'est bon. Ok, donc tu travailles depuis combien de temps en fait chez AvaFX? C'est quoi ton parcours en tant que trader? Donc moi, ça fait 2 ans que je travaille pour AvaFX, donc au bureau de Paris. Et sinon, j'ai travaillé pour différentes sociétés de gestion. Ainsi que j'ai travaillé aussi dans un hedge fund pendant la période 2007-2008, la période assez sauvage, on va dire, où on a vu donc des grandes banques d'affaires américaines faire faillite, ce qui était assez inconcevable au début de ma carrière dans le secteur financier. D'accord, ok, ok. Donc tu dis que tu es analyste chez AvaFX, donc c'est quoi exactement ton rôle? Est-ce que c'est de fournir des analyses aux clients ou est-ce que c'est de faire des analyses pour le broker en vue de prise de position, de couverture ou de choses comme ça? Non, moi je suis chargé en fait de faire des analyses en fait pour nos sites, donc de proposer en fait à nos clients en fait un support technique qui leur permet en fait d'appréhender les marchés, de savoir le sentiment, sans bien sûr donner de conseils spécifiquement parce que c'est interdit de par notre activité, mais on propose un support à nos clients leur permettant de les aider à prendre des positions à l'achat ou à la vente sur différents types de produits. D'accord, ok, ok. Et oui, donc par contre, ouais, tu n'entres pas dans le processus de prise de position du broker en fait. Non, tout à fait, Ok, absolument pas. ok, ok. Donc AvaFX, bah, déjà on va replacer le contexte. AvaFX, ça existe depuis combien de temps cette société, ce broker? Depuis 2006, donc c'est un broker irlandais donc qui date de 2006 et qui est en plein développement puisque notre bureau parisien donc a 2 ans et on ouvre aujourd'hui des bureaux en Allemagne. On a ouvert un bureau l'année dernière à Milan et on est même en développement bien plus au-delà que l'Europe puisqu'on a un nouveau bureau qui s'est ouvert au Japon. Donc c'est une société internationale basée en Irlande et qui se développe aujourd'hui tout azimut sur l'ensemble des marchés des marchés financiers internationaux et qui profitent du développement à fond donc des CFD sur sur ce jeu de marché. Ok, ok. Alors ouais, comme tu disais tout à l'heure, on a eu des périodes assez tendues récemment avec des crises. En ce moment, on a également des crises. On voit que même des grandes banques peuvent être ébranlées, etc. Donc un point sur lequel il faut mettre l'importance en ce moment, c'est la régulation. Vous, au niveau régulation, je crois que vous êtes régulé en Irlande, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on a le passeport européen qui nous permet en fait de proposer à l'ensemble des clients donc de la zone euro, de l'Union européenne, même j'ai envie de dire, donc de pouvoir intervenir sur les CFD. Donc, à partir du moment où vous avez vous êtes contrôlé par un des régulateurs de l'Union européenne, ça vous permet en fait, grâce à un passeport, de pouvoir exercer votre activité sur l'ensemble des places, dont la place de Paris. D'accord, ok, ok. En termes de régulation, c'est quoi? Il y a des sécurités pour le client par rapport à ses dépôts de fonds? C'est des comptes ségrégés? Comment ça se passe exactement? Oui, tout à fait. Bien sûr, c'est des comptes ségrégés, hein. Donc, on ne fait pas l'erreur de mélanger les comptes du broker et les comptes des clients. Donc vous avez une ségrégation des comptes et on propose en plus à nos clients donc différentes banques. Donc on a des banques en Allemagne, des banques en Angleterre, des BNP Paribas Paris pour des clients français, mais on offre en fait la possibilité à nos clients de choisir l'établissement bancaire dans lequel ils veulent mettre leurs fonds. D'accord, ok, ok. Euh, une des, une des grandes questions, en tout cas un des grands points d'intérêt des traders particuliers, c'est bien sûr de gagner de l'argent et de faire du bénéfice avec leur trading. On sait que c'est pas quelque chose d'évident. En ce moment, il y a eu le développement notamment de beaucoup de brokers d'options binaires qui ont fait des pubs très agressives, d'ailleurs, qui ont été remis en place par l'AMF
au final, on a quelques chiffres. Alors, c'est dur d'avoir des chiffres concrets, mais par exemple, il y a les chiffres de la NFA qui montrent que on a quand même une majorité de traders qui perdent de l'argent et de traders qui gagnent. Vous, votre rôle en tant qu'analyste, c'est justement de faire gagner de l'argent aux clients. Donc, à votre avis, c'est comme Nous, si vous voulez, mon rôle, moi, en tant qu'analyste chez AVFX, c'est justement d'aider le client à monter, je dirais, en puissance au niveau de la maîtrise des outils techniques. C'est-à-dire qu'on se rend compte effectivement que souvent, vous avez des clients qui arrivent effectivement sur des plateformes comme la plateforme CFD d'AVFX et qui maîtrisent en fait assez mal l'outil qu'on leur met dans les mains. Surtout que vous n'êtes pas censé avoir les effets de levier assez conséquents qu'on propose à nos clients. Donc nous, notre philosophie, j'ai envie de dire, chez AVFX, c'est vraiment de proposer à nos clients de pouvoir les aider à monter en gamme, c'est-à-dire de leur permettre d'acquérir des compétences basiques sur l'analyse technique, leur permettre d'analyser un marché, de repérer qu'est-ce que c'est qu'une tendance, qu'est-ce que c'est qu'une structure de range, et à partir de là, pouvoir établir des scénarios basiques. On va pas commencer à faire de chacun de nos clients des George Soros en puissance, mais au moins de leur permettre de pouvoir savoir prendre une position, mettre un stop loss, déterminer un objectif, ce qui est les bases en fait, les fondamentaux, je dirais, du trading et qui sont trop souvent oubliés. Et c'est vrai que vous avez souligné qu'il y a effectivement des taux de clients perdants qui peuvent être assez conséquents, mais que moi j'explique par le fait qu'il y a un manque cruel de formation. Et je pense que c'est le rôle aujourd'hui d'un broker comme AVFX de pouvoir proposer une formation à ses clients. Et suivant après, on a un bouquet de formations qui va aller soit d'un cours général à un nombre de clients conséquent, ou alors des cours individualisés. Tout ceci afin de leur permettre vraiment de pouvoir monter en puissance et d'adapter en fait leur système de trading, leur méthode de trading à leur niveau de compétence. Ok, et tout ça c'est gratuit ou le client a quelque chose à payer, ou est-ce que c'est en fonction du montant du compte qu'il a une aide plus ou moins poussée, le client? C'est bien sûr que quand vous avez un client qui va mettre 5 000 euros ou un client qui va mettre 150 000 euros, c'est évident que vous aurez forcément toujours quelque chose en plus. Mais c'est vrai que chez AVFX, notre politique, c'est vraiment la gratuité. C'est de permettre vraiment à nos clients, c'est compris, je dirais, dans le package. Vous venez chez AVFX, vous ouvrez un compte, mais on vous laisse pas seul face au marché, pas seul avec notre plateforme, et notre formation ne va pas s'arrêter uniquement à vous permettre d'utiliser la plateforme, ce qu'aujourd'hui l'ensemble de nos concurrents proposent. On va vraiment rentrer un peu plus profondément dans ce que c'est que monter une stratégie, qu'est-ce que c'est que prendre des positions dans le marché, mettre des stop loss, ce que je vous ai un petit peu expliqué tout à l'heure, en expliquant par exemple ce que c'est qu'une bande de Bollinger, comment on peut travailler avec les moyennes mobiles, vraiment des choses basiques qui montent en puissance, déjà qui vont monter en puissance aussi par rapport à l'envie du client. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose si vous avez un client qui a 1 heure ou 2 heures à consacrer au trading par semaine et celui qui a 7 ou 8 heures par jour. Donc après, on adapte aussi la formation à la demande du client. Ouais, tout à fait. Vos formations, c'est en ligne ou c'est également par séminaire concret, puisqu'on sait que vous avez des bureaux à Paris. Alors, je sais pas si vous les avez toujours, les bureaux à Paris? Oui. Oui, bien sûr, on a des bureaux à Paris, rue de Bassano, dans le 8e arrondissement, à côté des Champs-Élysées. Et on propose des formations soit dans nos locaux, soit effectivement par support Internet, comme Skype aujourd'hui avec vous, ou alors par webinaire, ce genre de choses. Ok. En Europe, on n'a pas ça, mais ouais, aux États-Unis, en fait, les brokers qui sont régulés par la NFA notamment diffusent en fait les résultats de leurs clients. Alors pas les résultats concrets, mais simplement par exemple le pourcentage de traders gagnants par rapport au pourcentage de traders perdants. Est-ce que vous, en termes, vous avez des statistiques de ce genre ou pas Non, c'est vrai que nous, chez AVFX, pour le moment, on communique pas ce genre d'informations, mais on peut dire tout à fait, je pense qu'un trader américain n'est pas meilleur ou n'est pas pire qu'un trader européen. Donc je pense que des résultats sur une zone géographique comme les États-Unis qui sont quand même assez proches en termes de qualité d'information, en termes de support de produits, on peut très bien imaginer que les résultats peuvent être assez similaires. Mais c'est vrai que chez AVFX, on ne va pas donner publiquement ces informations qui restent du domaine confidentiel et commercial. D'accord. Mais donc, en règle générale, on a donc une majorité de traders perdants. Vous êtes analyste, donc comme vous l'avez dit, et également a priori formateur. Vous aussi, vous animez les formations? Oui, tout à fait. Ok. Oui, bien sûr. Donc, des analystes qui animent les formations à AVFX. Votre but, c'est donc de faire passer le client du côté de trader perdant à celui de trader gagnant. À votre avis, déjà, quelles sont les raisons de la perte de la majorité des traders particuliers et sur quoi il faut bosser pour passer du côté des traders gagnants à votre avis? Je pense que s'il y a un seul message qui devrait passer cet après-midi à vos auditeurs, c'est la maîtrise du risque. Ce qui fera la différence entre un trader gagnant et un trader perdant,
c'est avant tout la maîtrise du risque. C'est-à-dire de déterminer combien les tailles de position par rapport aux capitaux que j'ai sous gestion, comment je monte ma stratégie, de mettre systématiquement. Je sais qu'il y en a qui disent autre chose, mais moi, c'est pas ma politique. Ma politique, c'est de mettre des stops systématiquement et de déterminer des objectifs. Alors, pas forcément de sortir sur l'objectif, parce qu'on sait très bien qu'au cours d'un trade, l'analyse qu'on fait à un instant ne peut pas être peut diverger dans le temps futur, mais d'au moins de mettre un stop, de poser une stratégie, de prendre des positions en rapport avec les capitaux gérés, c'est ça qui est pour moi le plus important. Et on se rend compte d'ailleurs que souvent, vous avez des clients, ils ouvrent un compte, ils vont faire 100, 200, 300% sur un espace de temps assez court, et ces personnes-là, effectivement, derrière, assez rapidement, peuvent perdre effectivement l'ensemble de leur compte. Donc nous, vraiment, nous l'idée, je dirais qu'on a chez AVFX, c'est de monter progressivement. Hein, on dit souvent un courbe de PNL, de profit and loss, pour un trader, c'est d'avoir une courbe qui monte graduellement, doucement. C'est pas d'avoir des à-coups violents à la hausse ou à la baisse sur un compte de trading. C'est pas ce qu'on recherche. Donc c'est vraiment la construction dans la durée d'une stratégie pour effectivement permettre aux traders d'emmagasiner des gains, certes pas des gains énormes, mais qui petit à petit vont terminer par faire des sommes conséquentes et qui surtout vont le laisser en vie. Car le premier objectif que devrait être pour un trader, c'est de rester en vie. C'est-à-dire que le premier objectif, ce n'est même pas de gagner de l'argent, c'est de ne pas en perdre. C'est de préserver votre capital. Et une fois que vous avez une méthode de trading qui vous permet de garder votre capital, la conséquence logique sera un gain et un profit constant dans le temps. Ok. Étant donné que vous êtes analyste, peut-être que on peut prendre. Vous êtes spécialisé sur le CAC ou? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en tant qu'étant français, on a tous tendance à s'orienter au moins pour les amateurs d'actions et d'indices actions sur notre marché domestique. Ça aurait pu être le DAX si j'avais été allemand, mais c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour notre indice, puisque je le trouve pour le coup assez intéressant par rapport à d'autres, même des indices européens ou américains. De par sa spécificité, je trouve qu'il se situe, il est bien à cheval. Je rentre à un indice qui serait trop violent en termes de volatilité et d'autres indices qui seraient, je dirais, avec des volatilités beaucoup plus faibles, comme par exemple l'Eurostoxx ou le S&P, pour pas les citer. Ok. Donc peut-être que ce qu'on peut faire, c'est faire une analyse justement sur le CAC 40 en activant le partage d'écran via Skype. Donc pour voir un peu vos méthodes de travail et ensuite débattre à partir de ça. Parce que moi, rapidement, juste pour présenter en fait Vidéo Bourse cette émission de trading, en fait, ça c'est une émission qui est animée tous les jours de 14 à 16 heures, donc que les gens peuvent suivre en direct et c'est également disponible en différé. Donc la plupart des gens qui sont là sont en général des gens qui tradent au moins depuis un petit moment, et on a aussi des traders plus expérimentés, il y a également des débutants. Donc ce qui va être intéressant, ça va être également de rentrer plus en détail là, dans l'aspect technique, etc. Étant donné que vous êtes un analyste technique, on va en profiter. Donc, comme support, peut-être déjà commencer par une analyse du CAC et puis ensuite débattre autour de ça, si ça vous intéresse. Alors là, d'accord. Écoutez, ce que je vous propose là, donc on va regarder le CAC 40, faire une analyse. Donc partir, ça aussi c'est une méthodologie, partir des grosses unités de temps. Donc je vous propose déjà d'observer le CAC 40. Alors, déjà, on va activer le partage d'écran via Skype pour que les gens puissent suivre ça. Vous savez comment on fait ou pas? Là, il y a un petit... Non, il y a un petit souci là, a priori, pour le partage. Comment on fait? Alors... Comment vous faites pour le... A priori, il y a un petit souci sur le... Alors, normalement, vous avez en dessous du cadre d'appel, enfin, sur le cadre d'appel Skype, un plus. Vous cliquez sur ce plus. Et il y a afficher l'écran en cours, afficher l'écran 1. Voilà. Est-ce que c'est bon là? Alors, c'est en train de charger. A priori, ça va être bon. On va voir. Voilà, là c'est bon. Ok, c'est parfait. Ok, super. Donc là, on a une visualisation donc du CAC 40 en hebdomadaire donc, sur notre plateforme. Et j'ai mis des choses vraiment très basiques, à savoir les bandes de Bollinger,
Donc la MM20 qui est la zone de moitié des bandes de Bollinger, plus 2-2 écart type, et en rouge la moyenne mobile exponentielle 150. Donc ce qu'on peut déjà observer, hein, je pense que beaucoup de vos éditeurs l'ont déjà vu, hein, donc c'est que depuis effectivement les lows de l'année dernière, donc ici sur la zone des 4100 points, on a effectivement cette phase baissière assez violente durant l'été qui nous ont amené sur une zone support 2007-2008. Et depuis donc ce point bas, donc courant septembre à 2700 points, on est dans une structure que je qualifierais moi de structure corrective. Structure corrective qui prend la forme donc d'une structure en 3 vagues. On a eu une première poussée donc, de 2700 points à 3400 points, qui avait bien été identifiée par tout le monde c'est l'automne dernier. On voit d'ailleurs que c'est la moyenne mobile 20, assez intéressant, hein, hebdomadaire, qui a renvoyé les cours à la baisse et qu'on n'a pas réussi à refaire un nouveau plus bas. Ce qui traduit quand même le fait que la tendance, la dynamique baissière qui avait été enclenchée au mois d'avril a cessé, donc avait bien cessé mi-septembre. Depuis la fin de l'année dernière, on est dans, pour moi, ce que j'estime une vague C. Alors, pour certains de vos éditeurs qui font un peu d'héliotisme, moi c'est mon cas, je fais un peu de vague d'Elliott. Donc, je vais travailler aussi la dynamique des vagues du marché. Et là, ce qu'on peut observer assez nettement, c'est qu'on est dans une structure, et moi je définirais une structure corrective de type zigzag, où on a bien, en fait, là, pour moi, j'estime qu'on est dans la 3e vague, en fait, d'une correction zigzag en ABC. Donc, en termes de potentiel de points, qu'est-ce que ça donne tout ça? On va se mettre en journalier pour zoomer un petit peu sur cette dernière impulsion. C'est ce mouvement-là, en fait, qui va nous intéresser. D'ailleurs, vous voyez là au passage sur le journalier maintenant, la moyenne mobile 150 expo qui donnait un petit peu la pente du marché. On voit que ce début d'année au mois de janvier, ça scellé. Et on voit bien le travail de pullback du marché, donc qui revient chercher en appui cette 150 expo sur une pente de MM20 journalier. Donc cette pente de MM20 journalier, elle est intéressante. Donc on va faire un petit canal. Alors ça sert à rien de faire des canaux au point le point. Je suis pas un le canal, c'est vraiment quelque chose qui doit nous aider à visualiser le marché et pas. Je suis pas un amateur du canal au point le point. Je pense pas que ce soit judicieux de faire des entrées de position uniquement sur des supports ou des résistances dynamiques. Donc on voit que ce marché est dans une tendance en ligne haussière. Et donc pour le moment, ce qu'on observe là depuis, je dirais, une petite semaine maintenant, c'est qu'on est en train de sortir, ce que j'appelle moi une sortie à plat, c'est-à-dire que cette tendance en ligne n'a pas connu ce qu'on peut connaître d'autres tendances en ligne, à savoir une accélération, c'est-à-dire que quand une accélération aurait vu les cours monter bien au-delà de 34,50 la semaine dernière, on aurait eu une poussée forte qui aurait marqué en fait une fin de mouvement, comme c'est souvent le cas sur un mouvement haussier ou un mouvement baissier. Et là, on voit que c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que le marché est en train de faire une phase baissière complètement à plat. Vous m'entendez bien, Fabien, là? C'est bon? Ouais, moi j'entends, ouais, très bien, je suis attentif. J'ai coupé mon micro simplement pour qu'il n'y ait pas de résonance pour les gens qui écoutent, mais sinon, ouais, j'écoute tout. D'accord, super. Donc, donc cette tendance en ligne, elle est toujours active et on voit effectivement que depuis 2 jours, le marché est en train de sortir en fait à plat de cette tendance en ligne. Alors, quand on étudie pour les amateurs de tendance en ligne, on dit normalement qu'une tendance en ligne, quand elle se casse par le bas, vous allez avoir 70% de chance que le marché fasse un nouveau plus haut derrière. Ce qui veut dire que là, on est exactement dans le cas de figure que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que la tendance en ligne est en train de casser par le bas depuis 2-3 jours. Aujourd'hui, c'est très clair. Et suite à cette cassure par le bas, on devrait avoir une nouvelle impulsion qui devrait se dérouler sur 3, 4, 5 jours, et qui devrait voir le marché rallier la zone des 34,50 et aller, à mon avis, au-delà. Moi, la zone d'objectif que j'ai pour le CAC 40, ça serait la zone 3005, 3550. 3005, 3550 à court terme, c'est pas un objectif à 1 mois ou à 2 mois, c'est dans les semaines qui viennent. Ok. Alors, bah après, je vais te laisser continuer. Simplement, ouais, donc tu donnes un objectif à 3005, notamment sur du moyen terme. Il y a un aspect fondamental à ajouter à ça. Je pense que surtout en ce moment, c'est assez dur d'y voir clair et surtout de comprendre l'orientation du marché sans faire attention au contexte fondamental, avec un CAC 40 qui est bien sûr directement impacté par tout ce qui se passe en Europe, etc. Est-ce que vous ajoutez une dimension fondamentale, analyse technique, ou je veux dire dans le cadre de la position, votre boulot c'est vraiment que l'analyse technique, sans penser spécialement aux positions, simplement analyser les graphiques?
Bah écoutez Fabien, moi je dois reconnaître que autant je peux être intéressé par ce qui se passe au niveau fondamental et par les problématiques grecques, de révision de croissance, de plans de réduction des coûts en Europe et a priori ce qui est en train de se passer un petit peu aux États-Unis. Autant l'analyse technique, je pense que ça doit rester l'analyse technique. C'est vrai qu'on peut se poser des questions par rapport à l'environnement macroéconomique. Autant moi, quand je vois aujourd'hui un graphique du CAC 40, je vois une tendance en ligne, on appuie sur une MM20 journalière. Je vois pas, si vous voulez, ce qu'il y a de compliqué dans l'analyse, puisque vous voyez bien que le marché, de toute façon, ne réagit absolument pas de la façon dont on pourrait attendre par rapport aux news flow qu'on a depuis le début de l'année. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, on a un ensemble de news flow qui sont relativement assez négatifs, et on s'aperçoit quoi? Que le marché continue à monter. Donc c'est là où je sais qu'il y a différentes écoles. Moi, ma façon de voir les choses, c'est vraiment de dire, si vous analysez le marché au niveau technique, suivez uniquement vos indicateurs techniques. Si vous voulez analyser le marché en faisant de l'analyse fondamentale, c'est autre chose. C'est une autre façon d'analyser le marché. Elle n'est pas meilleure ou moins bonne que l'analyse technique, c'est juste une analyse qui est différente. Donc c'est pour ça qu'à partir de là, il faut soit choisir l'un, soit choisir l'autre. Mais quand vous commencez à mélanger les deux, vous prenez par exemple le news flow de statistiques qu'on a toutes les semaines, comme on vient d'avoir une stat là il y a à peu près une petite heure. Vous pouvez penser que la stat va être bonne et que le marché va monter, en fait le marché se retourne. Vous pouvez avoir une mauvaise stat et le marché monte. Donc c'est difficile de pouvoir appréhender l'évolution d'un marché par rapport à des publications de statistiques ou spéculer par rapport au dossier grec ou à des chiffres de croissance dans les trimestres qui viennent. Donc c'est vrai que moi je vais vraiment me focaliser sur l'aspect technique. Donc, quand je vais regarder le CAC 40 pour ne citer que lui, j'observe le marché, je regarde ses dynamiques, je regarde les ratios par exemple de Fibonacci, à savoir quels sont ses niveaux de correction, sur quel appui, sur quel niveau de ratio de Fibo le marché va revenir pour s'appuyer et réenclencher une impulsion ou pas. Donc là, ce que j'observe, c'est que depuis la fin de l'année, donc depuis le mois de décembre exactement, mi-décembre, on est dans une tendance en ligne haussière, qui était peut-être pas forcément évidente au début, je suis d'accord, mais qui maintenant, avec la pente de MM20, est assez propre. À partir de là, il y a deux options. Soit on casse la tendance haussière par le haut, en accélération haussière, et donc du coup ça marquait un top majeur, ou alors on l'a cassé par le bas, avec la possibilité de refaire un nouveau plus haut, ce qui semble a priori être plutôt ce cas-là depuis quelques jours maintenant. Ok, mais alors justement, normalement quand on casse par le bas, c'est plutôt un signal de faiblesse de la part des acheteurs et donc de sortie du canal. Là pour l'instant on est toujours au-dessus de la MM20, mais on semble vouloir casser à la baisse le support oblique aussi en fait que vous avez sur votre graphe. À quel moment, en fait, il y a pas de force pour le moment à la baisse, je suis d'accord, mais à quel moment est-ce qu'on peut... Faut quoi? Faut attendre la cassure de la MM20 pour confirmer un éventuel signal de vente? Non, justement, moi je suis un petit peu en faux par rapport à ces méthodes de trading, c'est-à-dire que ça peut être vrai sur des trends, je dirais, classiques, mais là, la tendance qu'on a sur le CAC 40, moi, j'appelle ça une tendance en ligne. C'est-à-dire que vous avez un courant, une tendance forte, dynamique, avec des retracements relativement faibles. Ces types de comportements de marché doivent se terminer par une accélération haussière, pardon. Donc, c'est-à-dire que le marché, courant de semaine dernière, aurait dû, à partir de la zone des 3450, partir en accélération haussière, faire un gain très très rapide, et là on aurait pu dire je suis effectivement sur une phase sur une zone en fait de distribution. C'est un petit peu ce qu'on avait eu ici, regardez, sur la zone des 3400 points. La zone des 3400 points, c'est traduit par une progression très forte du marché, on voit sur une seule journée, on voit le chandelier japonais assez puissant, on avait pris 3002, vous avez 200 points sur ce chandelier. Donc ça, les zones d'impulsion en haut d'impulsion, les accélérations haussières au bout d'impulsion, au bout de phase haussière, marquent des tops majeurs. Et c'est pareil, bien sûr, à la baisse. Donc là, en l'occurrence, je pense pas du tout qu'il faille s'inquiéter d'une cassure de la MM20. Au contraire, puisque vous l'avez signalé vous-même, on est actuellement dans une phase baissière depuis à peu près 5 séances et le marché ne vous donne aucun point. C'est-à-dire que tous les investisseurs qui sont en position short depuis 5 ou 6 jours ne font pas d'argent et sont à un moment donné dans un questionnement à se dire est-ce que je maintiens ma position vendeuse ou non. Vous voyez, donc c'est ça, c'est pour ça que je pense pas qu'il faille attendre une cassure, et même s'il devait y avoir une petite cassure de la MM20, on est en train de toute façon consommer d'une phase baissière. Donc le timing est favorable aux acheteurs. C'est-à-dire que plus on continue comme ça des journées où on a une faible volatilité intraday, on a un marché qui retrace faiblement, plus vous aurez derrière une possibilité de rebond qui sera important.
D'accord, ok. Donc ouais, l'approche privilégiée, c'est donc suivi de tendance de fond et prise de position sur phase de rebond, donc d'affaiblissement et d'essoufflement du mouvement en cours, mais voilà, on va dire il reprend ses forces et donc Je dirais, et exactement. D'ailleurs, si vous regardez, on est un peu sur des niveaux de correction, comme on a eu le 27 janvier sur 2 séances, comme on avait eu un petit peu en début d'année. On avait commencé les 3 premières séances de l'année assez fortement. On avait fait un retracement de 3 séances. Ça n'a pas empêché derrière de déclencher une dynamique haussière importante. Donc, je pense pas qu'il faille s'obstiner à chercher le point haut du marché. D'ailleurs, pour ceux qui travaillent un peu les chandeliers japonais, ça n'a pas la forme, hein. La structure du marché sur le sommet n'est pas une structure de retournement, hein. On n'a pas une structure de retournement identifiée au mont chandelier japonais. Euh, il faut quand même se battre avec certains indicateurs pour essayer de trouver des divergences sur 3450. Donc il y a eu quelques petites divergences, ce qui fait qu'on baisse depuis 5 jours, mais il n'y a pas de divergence majeure. Donc moi, c'est vrai que j'estime la probabilité que le marché fasse un nouveau plus haut, je vous dis à peu près 70%, et à 30% de chance une correction. Il n'y a aucune certitude en trading, mais c'est vrai que aujourd'hui, en tout cas, aux informations qu'on a sur le marché à l'heure où on parle, je privilégie toujours une continuité du mouvement haussier. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer le marché sur 2 heures, très intéressant, avec une moyenne mobile Expo 150. Hein. Regardez, c'est plutôt assez clair. Hein. Vous voyez la moyenne mobile Expo 150 en rouge. Hein. On voit qu'on est encore largement dessus. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on ait le niveau, je dirais le niveau de support, on pourrait descendre encore jusqu'à 3330 à court terme, aujourd'hui ou demain, sans remettre en cause le fait de faire un nouveau plus haut. Et donc, ce serait mon premier seuil d'alerte. Le deuxième seuil, ça serait, je dirais, la zone des 3250, 3260, en deçà duquel, effectivement, là, on pourrait commencer à se dire que 34,50, c'est un top majeur. Mais vous voyez qu'on est vraiment on est très très loin de ce scénario. Donc, c'est vrai que je pense c'est plus pertinent, soit de tenir des positions acheteuses si on est en achat, ou alors de monter des positions longs dans la zone de ce niveau de prix-là, mais pas de commencer à prendre des positions vendeuses. Ça me paraît beaucoup trop tôt en l'état du marché. Ok. Un petit mot par rapport aux moyennes mobiles, c'est toujours 150-20 ou vous adaptez les moyennes mobiles selon le contexte du marché pour les faire coller comme zone de support ou de résistance? Non, absolument pas. J'utilise en fait tout le temps donc la moyenne mobile 20 puisque c'est la zone de moitié des ventes de Bollinger. Donc c'est une des moyennes mobiles les plus suivies. Et la moyenne mobile Expo 150 qui est ma moyenne mobile, je dirais, de trend de long terme. Hein. C'est ce qui va donner en fait la tendance de fond. Et j'utilise systématiquement ces deux moyennes mobiles. Par contre, je vais les utiliser plus comme des indicateurs pour donner de façon visuelle tout de suite la tendance. Alors effectivement, ça peut servir de point d'intervention. C'est-à-dire que là, on voit par exemple sur le mouvement de marché qui nous intéresse, que quand on a des courbes qui sont proches de la 150 Expo en 2 heures, on voit qu'on est en règle générale, enfin au moins ça a fonctionné 3 fois déjà, on est sur des zones de support qui déclenchent derrière une nouvelle impulsion. Donc c'est pour ça que la zone des 33,50, 33,60 pour des personnes qui veulent rentrer sur le marché, ça me paraît pas un niveau idiot. Et le niveau d'invalidation, au moins à court terme, pour du day trading ou un swing trading de quelques jours, est assez proche. Maintenant, je vous dis, on peut encore laisser le marché descendre un petit peu sur la zone des 33,30, ça me paraît pas non plus idiot. Après, on serait sous la 150. À quel moment est-ce qu'on considère que la tendance change de sens en fait justement parce que vous dites que la moyenne mobile 150 la moyenne mobile exponentielle 150 c'est donc votre indicateur qui détermine la tendance long terme. On a vu que jusqu'à présent elle a joué un rôle de support vraiment intéressant. Si elle est cassée, est-ce qu'il faut pas peut-être pas changer de sens mais en tout cas ne plus rentrer à l'achat parce que c'est parce qu'il invaliderait justement un scénario aussi? Vous savez, Fabien, ce qu'on dit souvent dans les tendances de marché assez fortes, comme ça qui durent pendant des semaines et des semaines, comme celles qu'on connaît depuis le début de l'année, c'est que c'est au pire moment qu'il faut essayer de reprendre la tendance en cours. C'est-à-dire que c'est vrai que la plupart des intervenants, peut-être d'ailleurs une des causes aussi qui fait que on ait des résultats assez mauvais sur l'ensemble des traders d'une place, c'est qu'on essaie souvent de chercher des trades confortables. Et c'est souvent les trades les plus inconfortables qui sont souvent les meilleurs trades. Je m'explique. Là, je pense qu'on aura une probabilité beaucoup plus forte et dans ce cas de marché qu'on pourrait retrouver sur des unités de temps inférieures ou même sur des paires de devises ou sur des matières premières. Des tendances en ligne haussières ou baissières, on en trouve assez souvent sur les marchés. Il faudra plutôt se concentrer, focaliser son esprit
et surveiller ces indicateurs et surveiller les comportements de marché pour essayer de reprendre la tendance en cours. Bien sûr, il y a une fois, vous aurez tort. Il y a un moment donné, vous avez tort. Mais la personne qui essaie de reprendre le marché, pour citer le CAC 40, qui essaye de reprendre des phases haussières du CAC 40 depuis le début de l'année, elle est gagnante. Celui qui essaye de chercher le point haut du marché du CAC 40 depuis le début de l'année, ça fait 3-4 fois qu'il se fait stopper. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faut... C'est quand vous avez une tendance qui est sur le point de céder, où vous pensez, ça y est, tout est fichu, mon Dieu, on est à 33,30, on prend un exemple, on est à 33,30, la 150 Expo 2 heures est en train de céder, la même journalière est en train de céder, ça y est, vendez tout, le marché part à la casse, et c'est souvent dans ces moments les plus inconfortables où on pense que la tendance est sur le point de céder, que c'est là qu'il faut rentrer, vous voyez? Ce sont ces moments de marché où on pense que ça y est, ça finit, cette tendance finit enfin par céder, qu'en fait, elle a encore de l'énergie et elle repart de nouveau. Donc, ça fonctionne pas à chaque fois. Mais si vous faites ça 100 fois, vous allez vous apercevoir que vous aurez un taux de réussite sur ce type de trade qui sera beaucoup plus fort qu'à chercher en permanence le plus haut d'une tendance. Parce que le plus haut d'une tendance, vous en avez qu'un. Donc, c'est peut-être effectivement 34,50. On peut s'appeler dans 15 jours et peut-être effectivement constater que 34,50 c'était un sommet majeur de marché. Mais vous aurez une chance d'avoir trouvé ce niveau. Alors que des points de continuation sur une tendance haussière ou dans une tendance baissière, c'est le même principe à l'envers, vous allez en avoir de nombreux. D'accord, et donc vous, ce serait clairement un type d'approche sur phase de rebond plus que sur signaux de continuité, donc en cas de cassure de précédent plus haut, etc. Pourtant, on a beaucoup de traders qui utilisent des théories type théorie de dos. Vous préférez largement les stratégies sur prise de position sur phase de rebond, c'est ça? C'est-à-dire que on peut, l'idée, c'est d'essayer de rentrer quand le marché est en correctif. La question qu'on se pose sur chaque phase corrective d'une tendance, c'est quoi? C'est est-ce que je suis dans un correctif ou est-ce que le marché s'est déjà retourné? Et auquel cas, je suis plus dans le bon sens. Vous voyez, c'est ça le problème. Bien sûr, Et ouais. vous allez avoir des phases correctives. Vous aurez beaucoup plus de phases correctives que de sommets. Par définition, un bottom, vous allez en avoir qu'un au final. Le bottom, un top ou un bottom, le bottom par exemple du CAC 40, il y en a qu'un. Il y a un plus bas à 2700 points. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, par contre, des continuités de tendance, vous allez en avoir plusieurs. Donc, moi, ce que je veux juste vous dire, c'est que il ne faut pas se précipiter à chercher un retournement de tendance. Et à aujourd'hui, vu ce qu'on observe, vu la faiblesse du mouvement baissier, et surtout que ça travaille, en fait, fondamentalement pour la poursuite de la hausse. Plus vous consommez du temps et le marché ne donne pas de points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une phase en stochastique, pour ceux qui suivent les stochastiques, vous avez une phase stochastique qui est baissière, mais derrière, le marché ne vous donne pas le décalage de prix en rapport avec sa phase. Ok. Une fois que la position est prise, donc sur phase de rebond, vous conseillez conseiller, il n'y a pas de conseil, mais votre point de vue, c'est quoi? C'est de garder la position dans le but de suivre la tendance le plus longtemps possible, c'est de fixer clairement un objectif. Comment vous gérez ça une fois que le point d'entrée est pris? Parce qu'on sait que en trading, bien sûr, le point d'entrée a une importance capitale, mais également un des points les plus délicats à gérer, c'est le point de sortie, puisque ça amène l'aspect psychologique, à savoir est-ce qu'on laisse courir le gain, quand est-ce qu'on prend le profit, limiter la perte, ça semble assez clair. Ouais, je vous laisse parler. Question sans fin, question sans fin, question sans fin. Mais c'est vrai que moi, c'est vrai que je préfère sortir dans le sens du marché. Et je m'explique. C'est-à-dire que je vais préférer sortir quand le marché accélère dans mon sens. C'est cette fameuse phase d'accélération que moi je recherchais dans la zone des 3450 sur le marché qu'on n'a pas eu. Il n'y a pas eu. Le marché a fait un plus haut, amélioré un plus haut, ça a duré pendant 6-7 séances. On a fait 34,30 en plus haut, on a fait 34,35, on a fait 34,40 et on a fini par faire 34,50. Il n'y a pas eu une phase, ce que j'appelle moi une phase d'accélération. C'est-à-dire à un moment donné, vous avez le marché qui décale fortement dans le sens de la tendance. Donc c'est vrai qu'une fois que vous prenez position dans le marché, donc si c'est le cas qui nous intéresse ici, donc dans une dynamique de chercher une continuation de tendance, il faut privilégier une sortie dans le sens de la tendance, c'est-à-dire en accélération. Quand vous avez le marché qui accélère fortement dans votre sens, avec un nouveau plus haut par exemple, on peut effectivement penser à prendre ces gains. Alors comment après définir un gain en termes de points spécifiquement? Là on peut, moi c'est vrai que je vais me référer aux figures chartistes. Là souvent le marché dessine des figures chartistes
Ça peut être des épaules tête-épaule inversées dans le cas qui nous intéresse. Ça peut être des tasses avec anse inversée, puisque là on cherche un mouvement vers le haut. Ça peut être une structure triangulaire. Et à partir de là, on va pouvoir déterminer des points assez facilement pour déterminer un objectif de sortie précis. Donc l'objectif de sortie précis qui permettra après de calculer les risk-reward par rapport au niveau de stop et notre niveau d'entrée. Mais l'idée de fond, c'est vraiment, moi je privilégie toujours une sortie dans le sens du marché. Ça c'est vraiment, je trouve même psychologiquement c'est important de travailler comme ça et pas, j'irais, par exemple les stop suiveurs, moi je suis pas du tout favorable aux stop suiveurs. Alors on propose les stop suiveurs chez AvaFX, mais c'est vrai que moi je conseille quand même nos clients à sortir sur des objectifs précis ou sur des phases d'accélération et ne pas attendre en fait que le marché vous revienne entre guillemets, vous revienne au visage et vous sorte en contre-tendance quelque part. C'est un peu le souci. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu, quand on historise un petit peu un ensemble de trades sur une longue durée, qu'on regarde si on avait dû sortir au moment où le marché d'accélérer dans l'autre sens, ou alors qu'on attend que le marché nous revienne pour nous sortir, on voit c'est pas forcément le maintien dans le marché qui est le plus profitable. Ok. Alors après, bien sûr, en trading, c'est toujours une question de compromis. On n'a jamais de technique miracle. Hein. C'est-à-dire, c'est une question de choix. Je pense que vous le savez aussi bien que moi. Et le truc, c'est que là, donc vous dites sortir en fait, dans le sens du marché, quand on a des phases d'accélération, en tout cas quand le marché va dans notre sens. Le problème, c'est que on a parfois des tendances qui peuvent durer longtemps. Est-ce que sortir, après c'est sûr que oui, c'est une question de compromis, mais c'est pas amputer une partie du gain potentiel. Est-ce que ne pas attendre que le marché s'essouffle? Peut-être qu'attendre le marché que s'essouffle, c'est pas une meilleure idée. Et vous avez Oui, enfin, vous avez de toute façon des tendances au sein de la tendance. Là, on regardait tout à l'heure le marché sur le 2 heures, mais au sein je vais la remettre en 2 heures. Au sein de cette tendance moyen terme en 2 heures, vous avez après des tendances au sein du canal. Donc, vous avez des impulsions sur les canaux, vous avez des phases de correction où on revient. Donc, rien ne vous empêche, j'irais dans un trading classique de tendance, d'essayer de sortir sur le haut du trend, quitte après à reprendre une position par la suite quand le marché revient sur la zone d'appui. C'est un peu l'idée. Sinon, effectivement, on peut aussi prendre une position et chercher un objectif effectivement beaucoup plus ambitieux. Tout dépend de votre horizon d'investissement et de la stratégie que vous mettez en place. Si vous êtes, mettons, acheteur à 2008 avec un stop à 2005 et votre objectif c'est de faire 600 ou 700 points, bon, il va falloir que vous tenez 600 ou 700 points avec tout un ensemble de tendances, de mini-tendances au sein des unités de temps qui sont beaucoup plus courtes. Il va falloir accepter que le marché vous revienne de temps en temps vers vous. Vous voyez, mais fondamentalement, c'est vrai que je préfère le travail, je dirais borne à borne. Je recherche, j'identifie des zones d'appui du marché, j'identifie une tendance. Quand la tendance est sur le point de céder, c'est là que je vais essayer de reprendre la tendance en cours. Et quand le marché me fait un nouveau plus haut, et surtout s'il vient taper la borne haute, ce qu'on appelle en fait la hauteur de tendance. Là, je vous ai remis par exemple le CAC 40 en 2 heures. On voit que vous avez ce que j'appelle la hauteur de tendance. Ça va être la hauteur entre l'appui de référence. Alors attendons-nous, moi j'utilise uniquement la MM sur 150 Expo. Hein. Je ne l'ai pas mis spécifiquement aujourd'hui pour vous montrer qu'elle fonctionnait bien. Moi, c'est celle que j'utilise constamment. Donc on voit qu'on a une hauteur à peu près de 150 points. Donc quand on arrive à peu près à 150 points de l'Expo 150 en 2 heures, on sait qu'on arrive sur le potentiel court terme de ce que le marché peut vous donner. Ça ne veut pas dire qu'on est sur un point haut majeur, ça veut dire que derrière, le marché va devoir reprendre son souffle, soit qu'il va dériver en latéral comme on est en train de faire depuis 6-7 séances, donc c'est un peu moins 5-6, soit le marché va revenir carrément sur l'appui, voire même tenter de le casser dans l'autre sens. Mais vous aurez tort qu'une fois. C'est-à-dire qu'à faire ce système-là, vous aurez raison plusieurs fois, et une fois, bien sûr, vous aurez tort. Oui, parce qu'une fois, toute tendance, à un moment donné, elle se casse et elle se retourne. C'est le propre d'une tendance. Elle peut sortir en structure de range et réimpulser une nouvelle tendance derrière, ou alors elle peut carrément se retourner. Ok. Dans ce type d'approche, vous privilégiez des objectifs beaucoup plus larges que les stop-loss? C'est-à-dire puisque vous tentez de prendre position sur phase de rebond, donc de parier sur des signaux de poursuite de la tendance. Donc oui. À quel niveau vous placez vos stops? Juste en dessous, par exemple, de précédents plus bas ou de seuils importants comme la moyenne mobile exponentielle 150? Oui, tout à fait. D'accord, donc oui, à ce moment-là, vos stops sont beaucoup plus petits que vos objectifs, c'est ça?
Ah bah de toute façon, là, je dirais une règle classique, c'est le ratio 3 pour 1, hein. C'est le minimum. Et d'ailleurs, moins on est expérimenté comme trader, plus il faut un ratio gain-risque important, parce qu'on a un taux d'échec par définition qui est plus fort. Donc le minimum, c'est au moins d'avoir un niveau de risque, d'un niveau de gain qui soit 3 fois supérieur à votre niveau de risque. Donc ça, concrètement, si vous risquez une position, si vous risquez 1000 euros sur votre position sur le marché, il faut au moins estimer de faire un gain de 3000 euros. Donc ça peut être transcrit en nombre de points. Donc si je prends par exemple une position sur le marché, mettons en day trading, hein, on va dire uniquement par exemple pour chercher un retour dans la zone des 3004 pour cet après-midi, si je devais acheter à 76, on aurait donc, ça veut dire qu'on chercherait un gain de 24-25 points. Ça veut dire que derrière, j'aurai un stop maximum de 8 points. Oui. Si par contre, mon objectif, c'est de chercher un niveau supérieur à 3450, et qu'on fait un achat dans la zone support, de toute façon, je pense que tout le monde a identifié depuis maintenant 4-5 jours, hein, on voit bien qu'il a d'ailleurs tapé plusieurs fois la zone 60-70, on voit que là, on peut mettre des points un peu plus larges. Mais l'idée, c'est vrai, c'est toujours quand même, je dirais peut-être le plus dur, c'est peut-être le placement du stop, parce que le stop doit être suffisamment large pour permettre au marché de respirer sans vous sortir, mais il ne doit pas être non plus trop large non plus pour laisser en fait trop d'espace au marché. Et donc, auquel cas, vous donnerez des sous au marché pour rien. Donc, il faut bien doser. Donc, après, on peut doser en calculant la volatilité, ça, en regardant les volatilités historiques en intraday, en regardant les volatilités à très court terme, sur les quelques dernières bougies de l'unité de référence qu'on a. Mais l'idée, quand même, de toute façon, c'est toujours de se référer à des points de marché ou à des niveaux de moyenne mobile, ce genre de choses. Ok, ok. Un petit mot par rapport aux outils que vous utilisez. Là, je vois donc les bandes de Bollinger, deux moyennes mobiles, donc une exponentielle, une simple, c'est tout en général, ou il vous arrive de regarder d'autres indicateurs. Vous avez parlé de divergence tout à l'heure. Par exemple, pour les divergences, c'est quel type d'indicateur que vous regardez? Alors moi je vais utiliser différents indicateurs basés, ces indicateurs un petit peu maison, hein, basés sur les stochastiques. Après sinon ce que je peux vous proposer, donc un petit outil aussi qui peut être sympa pour vos auditeurs, c'est les points pivots Camaria. C'est quelque chose qu'on connaît, hein, surtout des personnes qui font du forex, mais qui sont souvent peu utilisés et plutôt les traders préfèrent plutôt les points pivots classiques. C'est vrai que moi je vous ai mis là sur un graphique 15 minutes, hein, des points pivots Camaria journaliers. Donc ça c'est des outils assez simples puisqu'on on les met, hein, à partir du plus haut, du plus bas et de la clôture de la veille pour les points que je vous ai mis ici là. Donc et à partir de là, vous avez des niveaux de support et des niveaux de résistance pour la journée, pour un des traders. On peut le faire aussi par période hebdomadaire, on peut le faire aussi par période mensuelle. Donc c'est vrai que les points pivots Camaria, par exemple, c'est un outil qui peut aider, surtout pour des personnes qui ont du mal encore à déterminer des supports, des résistances, qui n'ont pas d'outils spécifiques pour aider à les placer sur un graphique. Du coup, avec ce petit outil assez simple, tout de suite, on arrive en fait déjà à mettre, je dirais, un plan de trading dès le matin. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc je vais me baser par rapport au cours de la veille. Donc le CAC 40, nous notre CFD est basé par rapport au futur, donc une cotation de 8 heures à 22 heures. Vous prenez le plus haut, le plus bas et la clôture de 22 heures sur le CAC 40, donc sur le futur, hein, pas sur le cash, attention, faut pas se tromper. Et à partir de là, vous allez avoir donc un ensemble de supports. Donc en règle générale, il y a 4 résistances et 4 supports. Et moi, je vous propose de retenir uniquement donc R3 et R4, S3 et S4. Donc je vous ai matérialisé ici, donc R3 et R4, S3 et S4. Et ce que je vous ai mis en bleu pointillé correspond à la clôture de la veille. Et avec déjà ce petit outil-là, ça permet déjà de faire des plans de trade assez simples. Donc c'est des formations par exemple que je propose, de comment utiliser les points pivots de Camaria, puisque c'est des niveaux qui sont assez tapés par le marché et qui sont assez pertinents. Là, je peux vous montrer par exemple pareil, donc ça c'est un graphique CAC 40 en 1 heure, toujours avec les points pivots Camaria, mais ce coup-ci en niveau hebdomadaire. Il était juste un petit peu plus haut, voilà, il a glissé, voilà. Donc là, l'ouverture de la semaine, hein, lundi, c'est faite ici. Et vous voyez en fait que les niveaux en fait que j'avais, donc 3004, 3423 en résistance et 3351 et 3327,5 en support. Bon, pour ce qui est de 51, ce matin par exemple, on est venu s'appuyer sur ces niveaux. Et c'est vrai que ce qui est surtout important, c'est le niveau que j'ai mis en ligne rouge pleine et ligne verte pleine, qui sont R3 et S3. Ces deux niveaux qui sont vraiment très importants, qui sont ce que j'appelle en fait le range de volatilité du marché. Et tant que le marché reste dans cette zone assez étroite, vous n'avez pas de dynamique qui va s'enclencher ni vers la hausse ni vers la baisse.
sachant qu'en second rideau, vous avez toujours R4 pour bloquer à la hausse et S4 pardon, pour bloquer à la baisse. Et on voit tout le travail, par exemple, donc là, ce qu'on voit, si vous me demandez actuellement qu'est-ce que fait le marché, je vous dis ce matin, on est venu en appui s'appuyer sur la zone S3 à 33,51. Donc ça, c'est un niveau que moi j'ai défini dès le vendredi soir 22h. C'est ça, c'est l'intérêt en fait des points pivots Camaria. C'est-à-dire que dès la clôture du marché, donc le soir à 22h pour le lendemain, pour les points pivots journaliers, ou le vendredi soir pour toute la semaine pour les points pivots en hebdomadaire, vous avez déjà deux niveaux de résistance, deux niveaux de support, à partir déjà duquel on peut déjà commencer à travailler. C'est un des intérêts des points pivots de Camaria. Ok. Et ces points pivots, ils sont à utiliser plutôt en cas de franchissement ou comme objectif? En tout cas, vous, comment vous les utilisez plutôt en cas... Alors, il y a une utilisation assez complexe, à savoir qu'ils vont servir soit d'entrée de position, soit de sortie, sachant que R3, ici en rouge, donc cette ligne pleine rouge et la ligne pleine verte S3 vont servir de points, plus souvent de points d'entrée de position. Puisque moi, j'achète un support, je vends une résistance. Donc je vais pas, si vous voulez, à partir du moment où il y a un franchissement, ce qui est un peu l'analyse qu'on fait souvent des points pivots classiques, 10 points pivots de Carter, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, vous avez franchi R1, le prochain objectif c'est R2. Donc en gros, on vous pousse à acheter une cassure de résistance et le problème pour tous les traders qui nous écoutent, c'est que les fausses cassures de résistance, les fausses cassures de support, on voit souvent. Donc je préfère toujours travailler la résistance ou le support dans le sens que ça nous est donné. Donc c'est pour ça que ce matin, on avait un achat très pertinent à 33,51. Dans une optique que le marché se maintienne dans le range. Si le marché, effectivement, en cassant 33,51, pouvait donner un objectif à 33,27. Ok. Ok. Donc c'est un autre outil que vous utilisez. Il y en a d'autres encore ou c'est ça principalement? Donc moyenne mobile, bande de Bollinger et point pivot accompagné des seuils intermédiaires donc, que vous venez de citer. Tout à fait, voilà. Disons qu'après il y a d'autres outils. Hein. C'est vrai que ce serait un petit peu, peut-être un petit peu court pour expliquer, mais vous avez effectivement différents indicateurs. Je dis déjà un indicateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut, quel que soit après l'outil que vous utilisez, un indicateur de timing, donc un indicateur qui vous donne en fait les phases haussières ou les phases baissières du marché. Ça c'est important, donc souvent basé sur des stochastiques, et un indicateur de force. C'est un indicateur qui va vous donner les divergences. Une divergence de marché étant un décalage entre l'indicateur et le cours. Vous avez le cours qui fait un nouveau plus haut, votre indicateur ne fait pas un nouveau plus haut, là vous avez une indication que le marché est en train de faiblir. Donc, quels que soient les indicateurs que vous utilisez, il ne faut pas se tromper, il faut toujours mettre un indicateur de force qui mesure la force du marché à l'instant T et un indicateur de timing qui vous donne les cycles. Est-ce que je suis sur un cycle haussier? Est-ce que je suis sur un cycle baissier? Et après, j'irai un balayage sur différentes unités de temps. C'est vrai que là, vous voyez, ce qui est important, c'est de regarder le marché au moins sur 3 unités de temps en même temps. Et pour un day trader, on peut monter à 5 assez facilement. Ce qu'il faut toujours pouvoir interpréter un mouvement par rapport au mouvement supérieur. Sachant qu'on fait une analyse des grosses unités de temps vers les plus petites, et une fois qu'on a pris une position dans le marché, on va essayer de suivre la progression donc du sens de marché qu'on recherche si on est acheteur ou vendeur, donc des petites unités vers les plus grosses. Ça, c'est vraiment un balayage qu'il faut faire, et c'est vrai que je déconseille de regarder le marché uniquement sur une seule unité de temps, parce que vous avez qu'une seule vision du marché. Ce qu'on voit, par exemple, sur une unité de temps en 15 minutes, c'est peut-être pas forcément la même chose que ce qu'on va voir en 1 heure. Alors après, les unités de temps que je conseille pour du day trading, ça va être du 5 minutes, du 15 minutes et du 1 heure, pour en choisir 3. Sachant qu'on peut aussi aller travailler sur les unités de temps 1 minute pour des traders très agressifs avec des stops par exemple sur le CAC 40 à 5-6 points et l'objectif à 15-20 points. Ça peut se faire aussi, c'est pas mal. Et pour des swing traders, on va plutôt travailler, je dirais, donc pour des personnes qui vont chercher des mouvements sur 5, 6, 7 séances, je dirais que leur plus petite unité de temps, ça sera le 1 heure et puis ils vont regarder le 4 heures et le journalier. Vous voyez, c'est important de construire son espace de travail en fonction du mouvement qu'on veut travailler, en fonction du temps qu'on peut consacrer à son trading, en fonction du mouvement qu'on cherche à capter. Ça, c'est vraiment important. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bah là, je pense qu'on a fait le tour. Toi, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Sinon, on va passer très rapidement aux questions-réponses, puis après, ce sera tout. Là, je sais pas sauf si t'es pressé, hein. Non, c'est bon, j'attends les questions. Ok, donc toi, t'as rien à ajouter là par rapport à cette présentation? C'était déjà très complet, hein. Vraiment, c'était super intéressant. Je pense que tout le monde a apprécié. Mais est-ce que t'as quelque chose à rajouter?
Écoutez, non, j'attends les questions de vos éditeurs, mais bon, après il y a toujours d'autres choses à regarder sur le marché. Mais bon, je pense que là, pour l'instant, dans l'immédiat, il faut pas chercher la cassure du marché tant que le marché n'est pas cassé, et plutôt s'orienter vraiment sur des continuités de tendance. Et la structure du CAC depuis le début de l'année se prête plutôt à ça en ce moment, je pense. Ok, ok. Donc ben, si vous avez des questions, vous avez entendu, n'hésitez pas à les poster. Je vois qu'il y a beaucoup de monde sur le chat, là vous êtes 38, donc si vous avez des questions c'est maintenant, on va essayer d'y répondre quelques minutes. Donc le nom de l'analyste demande Luigi, donc c'est, alors, il est marqué, donc c'est Nicolas Feister, c'est ça, c'est comme ça qu'on prononce? Oui, tout à fait. Festoer. Si on peut le dire à l'allemande, Feistoer. Feister, ok, donc analyste allemand. Donc demande des infos sur... Ah non, d'accord, bah là on n'aura pas le temps je pense. Non, parce on a pas mal de membres là qui ont pris les positions par rapport au dollar face au dollar hongkongais. Vous êtes spécialisé plutôt sur les indices ou vous tradez également le forex de la même manière? Je trade tous les produits de la même manière. C'est-à-dire que je pense que l'analyse technique, les outils qu'on développe chacun les uns les autres en analyse technique, peut s'adapter à l'ensemble des marchés. Après, il faut voir la spécificité du contrat en lui-même. C'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, un CAC 40 ne bouge pas, ne se déplace pas de la même façon qu'un Eurostoxx ou un S&P. Un DAX bouge encore différemment qu'un CAC 40. Alors, ce que je peux ajouter, par exemple, pour vos auditeurs, donc pour ceux qui créent, par exemple, les indices européens ou même les indices américains, c'est aussi de bien travailler ce qu'on appelle la force relative, c'est-à-dire de bien observer les comportements des autres indices actions, par exemple. Donc, pour un trader de CAC, il est toujours pertinent d'aller voir ce que fait le DAX ou l'Eurostoxx, surtout je dirais, dans la première partie de journée. Après, on ira voir aussi ce que font les marchés américains. Mais c'est toujours pertinent de mettre les deux côte à côte. Donc, en plus, je dirais, d'avoir un CAC 40 en 2, 3, 4, 5 UT différentes sous les yeux, il faut aussi avoir à côté un indice ou deux c'est au moins le minimum, pour mesurer en fait la force. Qu'est-ce que j'appelle la force? C'est-à-dire que globalement, ils sont censés bouger dans le même sens. Si vous avez une impulsion haussière, là on voit que le marché est en train de nous faire une impulsion haussière actuellement, on est censé avoir une impulsion haussière sur le DAX. D'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite en même temps. Voilà. Donc là, je vais mettre le DAX sur le deuxième écran. Voilà. Donc je vais le mettre sur ma unité de temps, hein, c'est mieux de comparer, sinon. Voilà, donc ça c'est intéressant, vous voyez. C'est quoi l'interprétation? Ce qu'on peut voir, c'est qu'on voit qu'il y a une force, que le marché, le DAX, là, en force immédiate, est plus fort que le marché parisien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arbitrez entre différents indices européens, par exemple, il est plus pertinent de prendre des positions acheteuses sur le DAX, à l'heure où on parle aujourd'hui, en tout cas à l'heure où on parle maintenant, parce qu'en plus, pour ceux qui utilisent déjà les forces, ils savent que les forces en plus peuvent évoluer au sein de la journée, même si globalement, quand vous avez le DAX qui est fort et que le CAC qui est faible, ça reste vrai pour toute la journée. Mais le lendemain, par contre, on peut partir sur autre chose. C'est-à-dire que le lendemain, vous allez vous retrouver avec un CAC qui va être plus faible et un DAX plus fort. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous avez un indice qui est fort, il faudra privilégier de prendre une position acheteuse. Et quand vous avez un indice qui est faible, il faudra plutôt privilégier une position vendeuse. Donc là, quand on regarde, par exemple, si on regarde là, les deux graphiques, ici le DAX et ici le CAC 40 en unité de temps 15 minutes, vous observez quoi? Vous observez que vous avez une première impulsion haussière, donc là je montre le DAX, hein, vous avez une première impulsion haussière, une phase corrective qui est relativement faible, relativement faible. Regardez, si je prends, là je vais prendre, donc c'est aussi l'intérêt des Fibonacci retracement, hein. Ça c'est aussi un outil que je trouve très performant. Vous parlez d'outils, le Fibonacci pour moi c'est quelque chose d'obligatoire, puisqu'on va aller voir de combien de pourcentage on a retracé l'impulsion précédente. C'est toujours important de raisonner en termes de dynamique, hein, par rapport au marché. Là on voit que le marché a retracé à peu près 50% de l'impulsion. Et on va regarder après sur le CAC 40, donc toujours, donc on reprend l'impulsion équivalente, donc qui est celle-ci, et on va regarder effectivement de combien le marché est venu retracer. Vous voyez, 61,8. Donc on a eu un retracement un peu plus marqué sur le CAC 40 que sur le DAX. Mais suite à cette phase de retracement, la phase d'impulsion, d'ailleurs on le voit bien, c'est propre là. Vous voyez, là, le CAC 40 a légèrement amélioré son précédent plus haut. D'accord? Là, on est sur la zone des 82-85, alors que le DAX, lui, a largement dépassé son ancien plus haut. Donc ça traduit que vous avez le DAX qui est beaucoup plus fort que le CAC 40. Donc c'est une des façons aussi de pouvoir appréhender
ses trades, ses stratégies et s'orienter vers un indice plutôt fort, plutôt faible, suivant le sens qu'on veut trader. Ok, merci beaucoup. Alors, on continue, il y a pas mal de questions. Alors il y avait Roots qui me disait, on me pose plein de questions depuis tout à l'heure, mais je les ai pas vues. Alors, désolé hein, si j'ai pas répondu et puis si j'ai pas transmis les questions à Nicolas durant l'émission, durant l'interview. Mais c'est pas évident parce qu'à la fois même j'essaie de me concentrer sur ce que dit Nicolas pour relancer, et poser des questions cohérentes et faire avancer pour avoir une explication la plus complète possible. Donc c'est pour ça que j'ai préféré privilégier 10 minutes à la fin pour faire le point sur vos questions. Voilà pour te répondre. Alors Son qui nous dit les vagues 1, 2, 3, 4 ABC sur CAC 40. Toi c'est quelque chose que tu utilises, toi les vagues de type ABC? Oui, tout à fait. Bah, les vagues, ce qu'on appelle en fait les vagues ABC, par exemple, ce sont des vagues correctives. C'est vrai qu'en plus des outils que je vous ai montrés assez basiques, hein, bande de Bollinger, même 20, même Expo 150. Donc on a vu, je vous ai expliqué que j'utilise aussi les points pivot Camarilla. Bien sûr, on va travailler. Donc je fais aussi l'analyse héliotiste. Donc l'analyse héliotiste, c'est lié au ratio Fibonacci, ce qui permet d'ailleurs d'expliquer pourquoi on a un retracement 61,8 et pas un retracement 38,2. Donc ce qu'on appelle les vagues en ABC, par exemple, ce sont des vagues correctives. Et après, vous allez avoir des vagues en héliotisme qu'on va noter 1, 2, 3, 4, 5, quelles seront des vagues d'impulsion. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous montrer une des hypothèses que je fais d'ailleurs actuellement sur le CAC, ce qui aussi va dans le sens qui va dans mon hypothèse de dire que le plus haut n'est pas encore fait. C'est que là, je vous ai remis donc un CAC 40 en journalier. Et si vous prenez en base, donc en point de départ, le plus bas qu'on a fait fin novembre, donc dans la zone des 2008, je peux vous proposer un décompte là, donc ce serait que de 2008 à 3002, on a une vague 1, que le mouvement correctif de 3002 à 2950, ce soit une vague 2. Donc là, on fait un ratio Fibo sur cette vague-là. Souvent, d'ailleurs, une des erreurs des traders que je vois souvent, c'est qu'ils se trompent des ratios. C'est-à-dire qu'ils savent pas appréhender ce que c'est qu'une vague, comment structurer le marché, et ils retracent un peu tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est important. Donc vous voyez, donc là, ce mouvement-là, il a eu un retracement de 61,8. Donc pour déjà vos auditeurs héliotistes, ils savent qu'une vague 2, par définition, retrace majoritairement 61,8. Donc les retracements Fibonacci 61,8 peuvent être des très très bons points d'entrée pour chercher derrière ce qu'on va appeler la vague 3, le cœur de la tendance. Et la vague 3 doit être au minimum avoir la taille de la vague 1. Donc là, je vais la reporter. Vous voyez, là je reporte la taille. Vous voyez qu'en fait, on a légèrement dépassé la taille de cette impulsion-là. Donc moi, l'hypothèse que je fais, c'est qu'une vague 1 ici, une vague 2. Là, on est fait une vague 3 et que nous sommes actuellement dans une vague 4. Donc la vague 4, c'est une vague, si vous avez une vague 2 qui a corrigé fortement, qui va corriger très faiblement. Et qui en plus, souvent, va être longue en timing. Donc là, on a une vague 2 relativement rapide. Donc on peut avoir pendant encore quelques séances, un correctif assez faible en amplitude, une structure, ce que j'appelle moi une structure de correctif à plat. Donc on peut reprendre un Fibonacci donc, sur sa dernière impulsion qui nous intéresse. Vous voyez qu'on a à peine retracé le niveau des 23,6. Et c'est pour ça que ce niveau des 33,25, 33,30, c'est un niveau intéressant parce que c'est le premier niveau de Fibo. C'est le niveau des 23,6%. Donc ça nous amènerait, si on devait retourner à 33,25, 33,30, à casser la MM20 journalière. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément un problème, puisque je pense que cette dynamique haussière, cette impulsion qu'on a là depuis maintenant, je dirais un peu plus de 4 semaines, je pense qu'elle est cassée. Mais ça ne veut pas dire que maintenant qu'elle est cassée, le marché va se retourner. Ça veut dire que derrière, on fait une phase corrective et j'attends donc une nouvelle phase haussière qui pourrait, je vous dis, au moins nous faire aller dans la zone des 3550. Donc voilà, ça c'est une des façons de faire un décompte héliotiste. À partir de la théorie, à partir des niveaux de ratio Fibonacci, je peux estimer des points d'intervention, le 33,25, 33,30. Alors pour les agressifs, on peut déjà rentrer un peu au-dessus, c'est pas impossible. Mais l'idéal quand même, c'est de rentrer sur les ratios Fibo exactement. Et à partir de là, on peut aussi estimer une nouvelle vague d'impulsion. Si vous prenez le DAX, c'est un peu le même principe. Là, je vais reprendre le DAX. Je vais mettre le DAX en journalier. Vous voyez ? Le DAX, c'est pareil. On est sur une structure, une première impulsion haussière. Donc ça, c'est le se mettre d'accord. Voilà, je vais mettre dans une semaine, ça sera plus propre. Non, ce sera pas plus propre, c'est pas grave, on va se mettre dans une journée. Voilà. Donc sur le journalier, c'est un peu le même principe. Donc ça, je vais le supprimer.
Donc là, vous avez une première vague haussière, un correctif, donc pareil, hein, on fait le Fibo, hein, c'est toujours le même principe. Hop. Et regardez, on est venu chercher quoi? 61,8. C'est le niveau des 61,8, c'est vraiment un niveau, c'est le golden niveau pour moi, pour les idiotistes, le retracement 61,8. Pourquoi il est important? Parce qu'au départ d'un retracement 61,8 d'une impulsion, surtout quand vous êtes sur des impulsions comme ça, sur des journaliers, derrière vous avez potentiellement un départ de vague 3. Et quand vous avez, pour le coup, un départ de vague 3, comme c'était le cas actuellement sur les indices européens, là, vous avez quelque chose de très puissant. Vous avez quelque chose vous voyez là, vous voyez la force, vous voyez tout à l'heure sur le CAC 40, on avait à peine dépassé cette impulsion-là. Sur le DAX, on est largement de là. Parce que le DAX est beaucoup plus fort que le CAC, et d'ailleurs le DAX est plus fort que le CAC depuis déjà 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que le DAX est beaucoup plus fort que le CAC. Donc j'ai envie de dire que fondamentalement, si on doit monter une position short dans une perspective de 3-6 mois, vaut mieux la monter sur le CAC que sur le DAX. Parce que techniquement, il est plus fort. Alors, après, on peut l'expliquer fondamentalement par rapport à l'état de l'économie, le secteur industriel, bien sûr, mais en tant qu'analyste technique, je me concentre uniquement sur les indications d'analyse technique. Et là, vous voyez bien que la phase corrective qu'on a depuis maintenant 8-9 séances, le marché ne donne rien. Donc là, sur ce type de figure-là, vous avez un taux où vous allez avoir 70% de chance d'aller chercher un nouveau plus haut. Donc ça sert à rien de se battre à chercher un correctif, surtout quand vous avez maintenant une vision de 7, 8 séances où le marché il fait du surplace. Ça, c'est une structure classique de figure de continuation. Donc vous avez vraiment la probabilité, pour moi, elle est quand même relativement faible que par rapport à cette structure de marché-là, le marché casse par le bas. En tout cas, beaucoup plus faible qu'une continuité haussière. Ok, ok. Merci. Donc réponse très complète. Alors, alors il y a pas mal de questions, donc je pense pas qu'on aura le temps de faire le point sur tout. Alors, voilà. Alors, on me demandait si tu rentres en plusieurs fois sur le marché ou si tu rentres en règle générale en une seule fois. Alors, je sais pas si toi-même tu trades ou si c'est simplement analyse, parce qu'on sait qu'il y en a qui font que des analyses. Est-ce que toi-même tu trades? Alors moi, en tant qu'analyste, je peux pas trader, je peux pas trader je peux pas trader, je dirais, à titre professionnel. Maintenant, c'est vrai que, c'est vrai que je pense qu'on peut, enfin, il n'y a pas d'activité, nous on fait pas de trading chez Avifix. Chez Avifix, on est intermédiaire, donc de toute façon, je peux pas et faire de l'analyse et faire des formations pour les clients. Et après, j'irai avoir une activité de trading soutenue, de day trading ou de swing trading. Mais D'accord. par contre, j'ai effectivement une expérience de trading derrière moi de plus de 15 ans. D'accord. Ok, ok. Il y a Luigi qui demandait à quoi sert exactement les carmillas. Comment ça s'appelle les carmillas, ça? Les cara, les caramillas. Caramillas. Voilà. D'accord. Non. À quoi ça sert exactement? Quel est l'avantage par rapport à l'utilisation simple des supports résistance calculés à partir des points pivots en fait? Bah, l'intérêt en fait des points Camarilla par rapport au point pivot de Carter, parce que je pense que c'est la question de votre auditeur, c'est que on va taper beaucoup plus souvent les niveaux. C'est-à-dire que quand vous regardez en fait la structure des points pivots classiques, type point pivot de Carter, vous allez avoir 3 niveaux de résistance, 3 niveaux de support. Déjà, la séance, vous allez voir R3 ou S3, c'est extrêmement rare. Souvent d'ailleurs, c'est le plus haut, le plus bas de la séance, donc ça vous apporte rien. Parce que quand vous avez une séance où on va taper R3 ou S3 en point pivot Carter, en règle générale, le marché il rend plus rien derrière. Il va clôturer sur ses plus hauts à 22 heures. Donc l'intérêt des points pivots de Camarilla, c'est que comme ils sont beaucoup plus étroits, on va les taper. Et en plus, en fonction du niveau de R3 et S3, de R4 et S4, ce que je vous ai montré tout à l'heure, on va pouvoir monter des stratégies. Donc, c'est-à-dire que là, j'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est une des formations d'ailleurs que je propose, c'est l'utilisation des points Camarilla pour vous donner un ordre de grandeur. La formation sur les points Camarilla, elle dure 4 heures. Donc, ça vous donne un peu une ordre de grandeur de ce qu'on peut faire avec les points Camarilla. C'est-à-dire qu'on peut monter des stratégies, on peut établir par rapport au niveau de R3 et S3 des stratégies de trading range. Au-delà de R4 ou S4, on peut chercher du trend following, donc des continuités de tendance assez fortes. Donc voilà, on peut monter tout un ensemble de stratégies. La limite que je trouve, moi, au point pivot classique, déjà, c'est leur espacement qui est beaucoup trop important. Et c'est qu'en plus, il n'y a pas de stratégie. Une fois que vous avez OK, bon, alors, ça vous donne un niveau. Vous avez R1, vous avez R2. Et après, qu'est-ce que je fais? Si on passe R1, on va sur R2. Mais c'est pas forcément vrai. On voit qu'en l'utilisant quotidiennement, on voit que c'est pas aussi vrai que ça. C'est parce que vous avez passé R1, vous allez sur R2 et R2 pour R3 et ainsi de suite. Alors que les points pivots de Camarilla, comme ils tiennent compte, alors c'est pareil aussi pour les points pivots Carter, mais qui tiennent compte de la volatilité de la veille, qu'il n'y a pas de reconstruction du point pivot, parce que le point pivot il est reconstruit, on prend le plus haut, le plus bas, la clôture divisé par 3. Vous avez d'autres méthodes, d'autres qui prennent l'ouverture. Donc
pour moi, ce point pivot, j'estime, hein, personnellement, ça représente rien. Alors que le point pivot dans la technique des points Camarilla, c'est la clôture de la veille. Et la clôture de la veille, ça veut dire quelque chose. Quand vous avez un marché qui fait plus 3%, il fait plus 3% par rapport à la clôture de la veille. C'est pas du tout la même chose. Donc ce point pivot, je dis pas que ça fonctionne pas, mais je trouve que les points pivots de Camarilla, c'est plus performant, ça me donne un niveau pertinent, et surtout, ça me permet de monter des stratégies. Ce qui est pour moi le plus important. Ok, ok. Alors, autre question. Le pétrole est top pour cela. Oui, je comprends une fois, mais ok. Pour tout le monde. Vous avez une question sur le pétrole? Ouais, une question sur le pétrole. Ouais, il y a quelqu'un qui disait que le pétrole c'est le plus facile à scalper. Je suppose qu'il disait ça par rapport à la volatilité. Donc on a parfois des mouvements très francs et donc peut-être que prendre des positions justement sur des phases des débuts d'accélération, ça peut être intéressant parce que derrière ça débouche sur des grands mouvements parfois. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous avez un avis sur le pétrole? Je dirais que j'avais un avis plutôt, là, pour le coup, vous voyez, pour le coup, plutôt fondamental que technique. Donc, c'est pour ça que votre question sur le pétrole m'a interloqué. Et d'ailleurs, je trouve que là, dans le courant de la semaine, on a des informations très intéressantes sur le pétrole. Donc là, on mettrait un petit peu de côté la partie purement technique, vous voyez. Mais donc, l'analyse fondamentale du pétrole, c'est que c'est vrai qu'on peut s'étonner de voir un baril, on a touché sur le Brent 120 dollars, hein, alors qu'on annonce une récession, alors qu'on annonce une réduction de la demande de pétrole pour cette année et l'année prochaine. Donc voilà, je trouve que c'est un marché, pour le coup, là, en termes d'analyse fondamentale, qui est assez intéressant. C'est assez intéressant. Alors bien sûr, il fonctionne aussi en analyse technique, il fonctionne aussi avec les points pivots de Camaria, il fonctionne avec tout un ensemble d'indicateurs, ça, il n'y a pas de souci. Mais je dirais que c'est un marché qui peut être aussi intéressant à travailler en termes fondamentaux. Pour ceux, par exemple, de vos auditeurs qui maîtrisent un peu l'analyse géopolitique des pays producteurs, je dirais, pour des personnes qui s'intéressent à la géopolitique, par exemple, c'est un marché que je trouve intellectuellement très intéressant et qui peut effectivement être très profitable, hein. C'est vrai que quand on avait vu un baril de pétrole à 40 dollars ou 50 dollars, moi, c'est vrai que je disais, quand on avait touché ces points bas en 2009, on me disait, mais quel est le meilleur produit quel est le produit dans lequel il faut investir en 2009, quand on était vraiment 6 pieds sous terre? Je leur disais, écoutez, s'il y a un seul produit que vous devez retenir, c'est acheter du pétrole. À 40-50 dollars, c'était cadeau. Et d'ailleurs, c'est une des meilleures performances qu'on a eues. Alors depuis, il y a eu l'or aussi qui s'est réveillé, mais je trouve que le pétrole, il y a un côté, intéressant dans l'analyse, là pour le coup, fondamentale, géopolitique du monde qui nous entoure. Mais pardon. Ouais, par contre, justement, vous disiez que le pétrole peut-être être amené à baisser on est trop haut selon vous. Par contre, il y a des tensions en ce moment par rapport à l'Iran, etc. C'est ce qui, à mon avis, tire à. Complètement. Non, je dis pas que le baril est trop haut, je dis que c'est intéressant de voir le marché faire un nouveau plus haut. Alors effectivement, quand on annonce une réduction, donc oui, bien sûr. Donc ce que je sous-entendais dans ce que je disais, c'est qu'effectivement il y a une pression, il y a une spéculation à un environnement géopolitique au Moyen-Orient qui nécessite, je dirais, d'appréhender un petit peu ce qui peut se passer au niveau géopolitique au Proche et au Moyen-Orient. C'est effectivement à partir de cette analyse-là qu'on peut déterminer un prix du baril. Et c'est pour ça que je me disais, c'était marrant de voir le baril monter. Donc c'est bien que le prix du baril aujourd'hui ne dépend pas de la demande de pétrole. Ok. Mais on est bien sur un prix de baril qui est lié uniquement à une situation géopolitique qui, hélas, se dégrade au Proche et au Moyen-Orient, comme on le voit déjà depuis plusieurs mois, avec ne serait-ce que rien que ce qu'on appelle les printemps arabes, créer une déstabilisation. Et je pense qu'on est il y a un mouvement de fond de déstabilisation majeure au Proche et au Moyen-Orient qui s'effectue et qui a un impact sur le pétrole. Ok, ok. Alors, il avait été cassé le 61. 8. Alors, le lien STP, il est sur le forum, non mais là. Cherche pas, il a pas le droit de dire qu'il. Ah oui, d'accord, ok. Savais bien qu'il allait. Ok. Alors, c'était par rapport à tout à l'heure. Il y avait Luigi qui demandait si vous pouviez expliquer votre mode de calcul. Je crois que c'était par rapport au. Parce que c'était publié il y a 4 minutes. Il y a 4 minutes, je crois qu'on parlait des. Alors c'était de quoi? Alors Luigi, si tu peux préciser s'il te plaît ta question, parce que on parle de beaucoup de choses, donc j'ai pas pu revenir. Donc est-ce que tu parlais des Camarilla peut-être? La méthode de calcul des Camarilla peut-être? Camarilla. Ouais. C'était la méthode de calcul, c'est quoi? Alors la méthode de calcul des points Camarilla, vous pouvez la retrouver, hein, sur Internet.
Mais donc vous allez sur un calculateur, vous faites une recherche sur Google, calculateur.camaria. Alors surtout, j'invite vos auditeurs à pas prendre des points Camaria tout fait. Hein. Pour le CAC 40, c'est simple. Vous prenez le niveau du futur, vous prenez le plus haut, le plus bas et la clôture. Et ça, sur le temps, 8 heures, 22 heures. Parce que l'erreur souvent que font les gens, c'est qu'ils vont prendre la cotation de ce qu'on appelle le cash. Le cash sur le CAC 40, c'est 9 heures, 17h35. Mais effectivement, le marché peut faire un nouveau sommet ou un nouveau creux entre 8 et 9 ou entre 17h30 et 22h. Donc il faut vraiment prendre la plage horaire 8h, 22h. D'ailleurs, nous, notre CFD chez AvaFX, il est calé par rapport au futur. Et en plus, l'intérêt de notre CFD, par exemple, par rapport à nos concurrents, c'est que du coup, on n'invente pas un prix de CAC 40 entre 22h et 8h du matin. Parce que c'est vrai que vous avez des fois des cotations CAC 40, 23h sur 24. Mais entre 22h et 8h du matin, c'est à l'appréciation du broker de mettre une valorisation. C'est complètement artificiel. Alors que nous, on est calé sur le futur, et en plus notre spread est calé sur le futur. Donc ça c'est un spread et vous n'avez pas d'évolution en fait de spread. Il est garanti par rapport au spread du futur. Ok. Un mot par rapport à ça. Donc il y a des heures de cotation différentes selon les brokers. C'est encore plus flagrant sur le forex puisque chacun, vu que c'est pas un marché centralisé, chaque broker a sa propre tranche horaire, son propre fuseau horaire, ce qui rend peut-être compliqué le traçage des points pivots, etc. Comment se repérer en fait? Comment savoir, par exemple sur le forex, sur quel fuseau horaire se baser pour calculer des points pivots? Bien sûr. Moi, je propose de se baser sur ce qui fait un peu, sur ce qui est pour moi la référence, à savoir les futurs de Chicago. C'est-à-dire que sur les devises, c'est à Chicago que vous avez la cotation des futures devises. Donc c'est à partir de là que je prends, moi, mes niveaux de clôture. C'est ça. Parce qu'effectivement, à quel moment, quand vous avez une cotation sur une paire de devises qui dure 23h40, 23 heures sur 24, à quel moment je mets le close? Est-ce que je prends le close effectivement de Londres, le close de Londres à 16 heures? Est-ce que je prends la clôture à 20 heures? Est-ce que je prends la clôture des marchés européens? Est-ce que je prends la clôture des marchés américains? Moi, je me cale sur les futurs de Chicago. Donc, prenez en clôture de référence sur les devises, prenez la clôture, parce que souvent en plus, on est basé, le CFD sont basés sur les futurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, basez-vous sur les clôtures des marchés de Chicago. Ok. Ceux qui font les devises. Donc, pour les marchés européens, pour ceux qui font de l'Eurostock, du DAX, du CAC ou d'autres indices européens, prenez la clôture 22 heures. Vous avez les clôtures donc du CAC qui s'arrêtent à 22 heures, c'est pareil pour le DAX et pour l'Eurostoxx. Donc prenez et faites pas l'erreur de prendre les clôtures de cash, ça c'est important. Parce que vous avez les décalages forcément sur les futurs entre 17h30 et 22 heures qui sont liés au décalage sur les marchés US. C'est pour ça qu'il faut bien rester, pas se tromper en fait de clôture, puisque c'est le niveau pivot en fait des points pivots de Camaria, c'est la clôture, c'est ça qui donne en fait, c'est à partir de ce niveau-là en fait qu'on va calculer les résistances et les supports, toujours dans le même principe. Ok. Alors là, on a une question plus spécifique par rapport au fonctionnement d'AvaFX. On demande si vous avez un module SCN ou si vous remplissez uniquement le rôle de market maker AvaFX. Alors nous sommes market maker et nous faisons uniquement des couvertures. D'accord, ok. On joue pas, on ne prend pas de position contre le client. Ça, c'est important. Ok. Ouais, donc voilà, oui, ça c'est important aussi. Oui, que vous précisez bien. Oui, jamais de position contre le client. Toutes les positions sont couvertes. Oui, tout à fait. Voilà, nous on fait de la couverture de position. D'accord, ok. Même si je pense que la montée est due en grande partie. Voilà. Oui, d'accord. Donc là c'est plus fondamental. Fab, ton tic de langage, ok. Non mais c'est bon, il a expliqué. Fichier sur tape. AVFX n'est pas ECN. Ok. D'ailleurs, je lis beaucoup en ce moment des trucs genre ECN sur MT4. 90% des offres sur MT4, c'est de l'arnaque, pense Roots. Vous proposez quoi comme plateforme, vous, AvaFX? Vous proposez MetaTrader 4, vous proposez également d'autres plateformes? Oui. Oui, on a une plateforme maison, on a la plateforme AvaTrader sur laquelle on est actuellement, qui est déjà une plateforme dans laquelle il y a déjà tout un ensemble de fonctionnalités. Vous avez tout un ensemble de newsflow, on est abonné à différents newsflows. Et donc après, on a tout un ensemble en fait. Et si je peux vous montrer, donc vous avez tout un ensemble. Alors pardon, à 2 secondes, parce qu'en fait, j'avais plus votre. Voilà, ok. Voilà, donc ici en fait, on va voir tout un ensemble de CFD. Donc vous allez retrouver tous les grands indices, toutes les paires de devises majeures, toutes les matières premières.
On a aussi des outils dans le newsflow, hein, par exemple, là, oui, on a un partenariat avec Dow Jones, hein, qui nous permet en fait d'avoir des news. Alors, elles sont en français, elles sont en anglais. On a aussi donc pareil les calendriers de publication. On a bien sûr vous avez toute une partie report. Ça c'est important aussi hein, la partie report. C'est vrai que souvent c'est une partie qu'on laisse un peu de côté, sur laquelle on communique pas beaucoup, ou même les traders se focalisent pas. Alors que c'est important d'analyser sa façon de trader. On ne progresse en trading que si on analyse ce qu'on a déjà fait dans le passé. Ça, c'est vraiment important. Un carnet de trading, c'est fondamental. Alors que ce soit fait avec notre outil, déjà, vous avez un très bel outil. Vous pouvez télécharger, alimenter des feuilles Excel. Par exemple, avec Excel, c'est bien. On peut aujourd'hui faire des belles choses et de suivre. De dire, bah, tiens, j'ai remarqué que quand je suis dans tel scénario, j'ai un taux de réussite de 50, 60, 70%. C'est ça, un trader qui gagne. C'est un trader qui reproduit des configurations de marché qui lui sont favorables, statistiquement. Il n'y a aucune certitude. J'ai pas la certitude que le marché fasse un nouveau plus haut dans les 10 jours qui viennent. Mais j'ai une forte probabilité que ça le fasse. Vous voyez? C'est ça la différence. La certitude en trading n'existe pas. Il n'y a pas d'absolu. Mais il y a des probabilités. Il y a des structures de marché qui reviennent souvent. La structure de marché, vous me demandiez tout à l'heure, la structure de marché sur laquelle vous dites oui, l'environnement est difficile. Oui, l'environnement macroéconomique est difficile à analyser et à comprendre, c'est vrai. Mais la structure technique du marché des indices européens actuellement, elle est simple. On est dans une tendance en ligne haussière. Vous voyez, c'est la différence. Et ces structures de ligne, elles sont faciles à trader. Vous avez les structures de marché qui sont bien plus complexes que les phases de marché qu'on a actuellement. Ok, ok. Alors, il y avait une question par rapport au spread. Donc, Nico qui demandait, bon, alors je sais pas s'il était sérieux, mais il disait quel spread de l'euro-dollar si j'investis 500 000 euros. Mais en gros, pour faire une question plus simple et plus générale, est-ce que vous avez des spreads dégressifs selon le capital détenu par le client? Je suppose que oui. Bien sûr, bien sûr, effectivement. Un client à 500 000 euros, on va être à 2 pips sur l'euro-dollar. Par D'accord. exemple, sur le ce que je vous expliquais, on est à un point sur le spread du futur. C'est-à-dire que sur le futur, vous avez un point de spread, vous aurez 2 points sur le CAC. Si vous avez 0,5 points de spread sur le futur, vous aurez 1,5 point sur le CAC. Et régulièrement, on fait des offres avec des spreads à 1 point sur le CAC. D'accord. Ok, bah donc les futurs, là en l'occurrence, ça semble vraiment très intéressant comme offre et très très compétitif. Sur le Forex, de pips, on a maintenant des brokers qui proposent des spreads vraiment très très serrés. À votre avis, c'est dû à quoi? Et est-ce que derrière, il y a, à votre avis, peut-être parfois des exécutions qui sont moins bonnes que chez AvaFX? Oui, sans doute qu'il y a des exécutions qui peuvent être un peu aléatoires, mais c'est surtout que c'est souvent ces niveaux de spread, ce sont des niveaux de spread qui sont flottants. C'est-à-dire qu'effectivement, on met un taux, je dirais, en tête de gondole, un taux vendeur, on vous dit, bah voilà, écoutez, moi je vais vous proposer du 1 pip, du 1 pip c'est demi, alors vous pouvez foncer bille en tête. Ah, c'est comme dans le supermarché, vous avez le prix d'affichage, et puis après il y a ce qui est marqué en tout petit. En trading, c'est un peu le même principe. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser tout de suite sur le prix d'appel, mais bien comprendre si ce spread déjà est garanti ou pas. C'est une de nos forces chez AFX, c'est que le spread il est garanti. Si on vous dit le spread c'est tant, vous aurez toujours ce même spread que vous traitiez à 14 heures, à 18 heures, à 3 heures du matin. Souvent, on vous donne un petit spread, et puis derrière, vous vous rendez compte que le jour où vous voulez sortir, bah, pas de bol, vous avez un spread énorme. Juste avant une stat ou juste après une stat, tout d'un coup, le spread il s'élargit fortement, et vous pouvez avoir des sérieuses surprises. Donc, j'ai envie de dire, vaut mieux partir avec une garantie en vous disant, voilà, le spread, c'est tant. Peut-être que vous trouvez ça élevé à un moment donné, mais de toute façon, moi, je dis toujours la même chose. C'est pas de toute façon un spread qui va faire que vous allez être un trader gagnant ou pas. C'est, bien sûr que c'est important un spread quand on fait plusieurs opérations par jour. À la fin du mois, à la fin de l'année, c'est pas négligeable. Et ce qui est surtout pas négligeable, c'est de gagner de l'argent à la fin de l'année. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'avoir un système de trading, une façon d'analyser les marchés qui vous permet de gagner de l'argent. Et après, on peut pinailler sur le 0,5, sur le 1 point de spread. C'est important, mais c'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est votre technique de trading. C'est pourquoi vous rentrez. Pourquoi là maintenant, vous voulez rentrer acheteur sur le DAX, ou pourquoi vous voulez rentrer vendeur sur le CAC. Par rapport à quoi? Quelle est votre analyse? Comment vous structurez le marché? Quels sont vos appuis? Est-ce que vous avez un stop? Est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce que vous avez un objectif de sortie? C'est ça qui est important. C'est ça. Et est-ce que votre position est en rapport avec votre capital? Si vous rentrez avec un effet de levier à 50 sur l'euro-dollar,
Vous aurez peut-être raison une fois ou deux fois, mais la troisième fois, ça partira dans le mur. Ok, ok. Donc vous, c'est du fixe. Parce que quand vous annoncez un spread, c'est un spread fixe. Exactement. D'accord. Tout à Ok. fait. Oui, Quel que donc soit le vous passez le trade, vous aurez toujours ce niveau. Sachant bien sûr que ce niveau est régressif en fonction de l'apport du client. d'accord. Oui, donc oui, tout à fait. Donc là, maintenant, je comprends exactement. Ouais, c'est une approche tout à fait différente de ce que l'on peut avoir sur des brokers qui proposent du spread variable. Là, il s'agit de spread fixe. C'est important de le préciser. Oui, Euh, parce que du coup, vous allez faire quoi? Vous allez essayer de chercher le moment où le spread il est plus petit pour pouvoir rentrer sur sortir de position. Enfin, on n'en finit plus. C'est déjà compliqué en soi de prendre des positions, de monter des positions et de faire de l'argent. Si en plus vous allez après vous baser sur le spread du broker, qui va de façon souvent s'arranger pour vous donner des gros spreads sur les moments importants de marché, on n'en sort plus quoi. ok, ok, ok. Alors je peux vous parler d'une offre si vous voulez qu'on fait chez AvaFix, à savoir que toute ouverture d'un compte d'un minimum de 5 000 € donc donnera droit à une demi-journée de formation avec moi dans nos locaux ou alors par Skype, par d'autres médias interposés. D'accord, ok, Avec, ok. avec un suivi en plus sur une période de 3 mois. Parce que c'est ça qui est important aussi. C'est pas le tout de distribuer une formation, de distiller des informations à un client. C'est en plus après derrière de faire le suivi, de s'apercevoir qu'il a bien retenu les informations et les utilise correctement. D'accord. Donc là, dans ce passage, j'attire juste votre attention sur le fait qu'on vient de taper donc là sur ma résistance majeure de la journée, donc qui était à 33,86. Voilà. Donc là, pour ceux qui seraient en position sur le CAC, donc vous voyez là, je vais juste remettre ça pour que vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, on est sur la zone en fait. On la laisse un petit peu décalée. Voilà. Elle était à 86. Voilà. Donc là, on est sur la résistance intraday en fait du jour. Si on confirme ce passage-là, on pourra avoir une accélération sur la zone des 3004. Ok. C'est Ok. petit aparté par rapport à ce qui se passait sur les marchés, c'est toujours important d'avoir un œil. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Alors, Donc, niveau donné par les points Camarilla, voilà. Pour ceux qui demandent l'intérêt des points Camarilla, c'est un des intérêts, c'est ça. alors, 2 secondes, j'essaie de me repérer par rapport aux questions. Ok, ça c'était bon. Partenaire c'est un broker, j'abuse, mais balance le lien. Qui ont des gros. La couverture, c'est par rapport à la position de leurs clients. Donc, au final, ils sont la contrepartie. Bah, je pense que oui, en tant que. C'est une question de Luigi. Donc, en tant que market maker, en fait, comment ça se passe avec la couverture? Est-ce que c'est sur Nous, chaque. on assure, Pardon, oui. nous, on assure la liquidité à nos clients. Et après, de toute façon, nous, on a les outils en interne, effectivement, de couverture. Mais ça, après, c'est la popote interne du broker. Sachant que nous ne prenons pas de position contre le client. Ça, c'est vraiment fondamental. Ce qui n'est pas le cas de tous les brokers de la place. Nous, D'accord. vraiment, on va prendre l'exemple par exemple du CAC 40, on compile tous les positions long et short, on fait un netting, on a une exposition de marché qui sera soit positive soit négative qu'on va couvrir dans le marché, tout simplement. Ok, ok, ok. Ils ont intérêt à être qu'aujourd'hui, c'est la richesse assurée, merci. Voilà. Je teste encore. Ok. Les spreads sont plus serrés car ils ne payent pas l'apport de. Ok. Avec fixe partie des brokers qui dépensent. Voilà, il y avait Luigi qui demandait hein, par rapport à votre spread fixe, même pendant les NFP, c'est le même spread, je suppose que oui, hein, voilà, c'est un de vos avantages, c'est-à-dire que vous annoncez un spread fixe tout le temps. Complètement. Oui, oui, non, mais ça, c'est. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise pour le client. Ok. Je pour la question sur le poste, ok. Il ne voilà, bah, justement Luigi donc est surpris de ça. Il demande si vous n'avez pas. Bah, après c'est ça, c'est vos comme vous avez dit, c'est votre cuisine interne. Mais bah, on sait justement ce que bah, le spread découle à la base du marché interbancaire et donc ensuite le broker bah, prend une différence supplémentaire par rapport à ce spread, c'est ce qui fait ses bénéfices. Pendant des NFP ou pendant des grosses nouvelles, le spread interbancaire peut largement augmenter à bien plus que 2. Alors je suis pas sûr, hein, mais je pense. C'est gérable pour vous, en gros, c'était la question qui était demandée.
Écoutez, on est toujours là. Ok, voilà. C'est la vie aujourd'hui. Si c'était pas gérable, vous pensez bien que c'est la force du système capitaliste. C'est qu'à un moment donné, quand vous avez quelque chose qui fonctionne pas, et on le voit bien en ce moment, ça finit par faire faillite. Tout à l'heure, je vous parlais en début d'émission, je vous parlais d'un développement à l'international. Vous pouvez, j'invite nos auditeurs à se rendre sur notre site, avaifix.com, www.avaifix.com, où déjà ils auront déjà accès à un ensemble d'informations. Ils pourront ouvrir un compte démo ou un compte en réel directement s'ils ont déjà de l'expérience. Et à partir de là, ils peuvent aussi regarder les développements des bureaux à l'international. Mais Ok. nous sommes une société qui nous développons. On est sur un business model. Si on propose un spread qui est fixe, c'est bien sûr parce qu'on en vit. Sinon, on serait bien fou de proposer quelque chose qui nous tuerait à terme. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Parce que le ECN Broker transmet indirectement au marché, ok. Ça on avait vu, c'est autre chose. Fabien, il peut analyser l'euro-dollar. Ah bah là ça va être long, Sunplayer, parce que normalement on aurait déjà dû finir l'émission, donc là on est plutôt dans les questions. On a Sunplayer en fait qui demandait une analyse sur l'euro-dollar, mais je sais pas si t'as le temps, il est déjà 16h39. On peut regarder un petit peu, on peut regarder Ok. un petit peu le là. Alors pour ce qui est de l'euro-dollar, donc on a pareil ce même phénomène. Donc cette grosse impulsion haussière qu'on a eue sur les marchés actions. C'est bon, Fabien, tu. Bien sûr, ouais, pas de problème, moi je Et suis... très bien. Donc là, on est sur un euro-dollar en journalier, donc on retrouve toujours un bande de Bollinger, MM20, MM Expo 150. Donc déjà, je peux prendre un hebdo. Alors c'est vrai qu'on avait fait nous l'analyse qu'on avait chez AvaFix, c'était le niveau des 1,26. Alors je vous dis pas ça parce qu'on est s'appuie sur les 1,26. Je vais vous dire comment on avait le niveau des 1,26. Ce qui est intéressant. Voilà. Voilà. Voilà, donc pareil, toujours l'héliotisme. Moi, j'ai coutume de dire que quand vous avez commencé à faire l'héliotisme, c'est un peu comme le côté obscur de la force, plus jamais vous n'en revenez. C'est un peu le même principe. Donc, on essaie toujours d'essayer de rechercher quelle est la dynamique de l'outil, du produit qu'on regarde. L'actuel, donc, on avait une structure. Donc, la structure, je vais la remettre un peu plus haut. Alors, je vais vous dire pourquoi je me suis intéressé à ce niveau-là. Alors, voilà. Tac, est-ce que je peux mettre... Hop, je vais refaire un petit fibo. Voilà. Donc ça, c'est le plus haut historique, zone des 1,60. Voilà. Paf. Ça, c'était le plus bas qu'on avait fait sur la dernièrement. Et on était revenu taper quasiment la zone des 76,4 sur la zone des 1,50. Et à partir de là, le marché est reparti sur un correctif baissier. Donc, on a bien identifié, je pense pour ceux qui font de l'eurodal, qu'on avait une structure en 3 vagues, toujours le même principe. A, B, C, assez propre. Une connexion entre les différentes vagues. Alors c'est pareil, hop. Je reprends mon petit fibo, tac. Je le reporte. On n'avait pas fait exactement 100% de la vague précédente, mais on est arrivé pas très loin. Donc à partir de là, les niveaux identifiés, c'était cela. Moi j'avais 2 niveaux sur l'euro-dollar, c'était le niveau des 1,3050, le niveau des 61,8 de l'impulsion précédente, et le niveau des 76,4. Le niveau des 76,4 étant le niveau que j'ai privilégié, pourquoi? Parce que dans une structure d'incertitude dans laquelle l'eurodoll est lancé depuis maintenant plus de 2 ans et demi, ce que j'appelle cette espèce de structure en range, mais où il y a quand même une tendance à se resserrer, c'est-à-dire à faire des hauts de moins en moins hauts et des bas de moins en moins bas, le marché ricoche régulièrement sur ce fameux retracement des 76,4. Alors ça, c'est encore une chose un peu bizarre. C'est un peu comme les points pivots Kamaria. C'est-à-dire que souvent, quand vous faites sur une plateforme graphique un ratio de Fibonacci, vous allez avoir donc 23,6, 38,2, 50%, 61,8. Et après, on passe à 100. Le 76,4, régulièrement, il est oublié. Alors, on peut le mettre de façon manuelle. C'est tout bête. Vous rentrez dans le petit setting du ratio Fibonacci, vous indiquez le retracement 76,4. Mais ce niveau est rarement mis. Et pour ces structures comme ça d'incertitude dans lesquelles est plongé l'euro-dollar depuis maintenant presque 3 ans, c'est un niveau de marché qui fonctionne plutôt pas mal.
Alors, vous me direz, on l'a pas fait. Et non, effectivement, on l'a pas fait. L'objectif, c'était 1,25,98 et des poussières. Et on a fait 1,26,20. Ça arrive, on a loupé l'objectif à 25, à peu près 25 pips. C'est un peu dommage, mais bon, voilà, ça arrive. Donc, c'est des fois, quand vous voulez rentrer pile poil sur un niveau, bah, des fois, vous voulez louper. Donc, voilà sur quoi s'appuyer le marché. Pour moi, il y a pas grand chose à dire de plus, sur l'environnement hebdo. Si ce n'est, par exemple, ce niveau-là des 1,42 est aussi intéressant. Donc ça, c'est pareil, puisque c'est un retracement 61,8 du premier G baissier. D'ailleurs, un G baissier qui s'était fait lui-même en 3 vagues. Vous voyez. Une première vague baissière, une espèce de structure triangulaire, une troisième vague, pardon, baissière ici. Donc, si on faisait un ratio Fibo, pareil. Vous voyez. Donc là, c'est pas assez bien tapé, mais on a bien tapé, hein, parce que je l'ai mal fait. On a bien tapé pile poil 61,8 avec une structure d'avalement baissier derrière sur la MM20 hebdo, très intéressant, qui était elle-même déjà en pente baissière. Donc c'était un mouvement correctif, mais un mouvement correctif qui était violent. Et c'est toujours la difficulté de pouvoir répondre à la question, est-ce que je suis dans une nouvelle impulsion? Est-ce que, en fait, quand j'étais à ce moment-là, est-ce que c'était pas une nouvelle impulsion haussière et un retour sur la zone des 1,50 ou une vague corrective? Quand vous savez pas, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre une position, donc, en contre-tendance sur le retracement 61,8. Ça, c'est quelque chose, des fois vous aurez tort, des fois vous aurez raison. Mais c'est un niveau sur lequel souvent il se passe quelque chose. Donc là, actuellement, la phase baissière depuis les 1,42, bon, elle est clairement cassée, hein. Là, je crois qu'il n'y a pas de débat. On va se rapprocher un petit peu sur le journalier. Donc on a vu effectivement donc, ce rebond sur la zone des 1,26. Vous voyez, on a fait 1,26,20. C'était pas loin les 76,4. Et à partir de là, alors moi, si on s'était eu il y a à peu près une bonne semaine, on aurait pu imaginer une structure en flag. C'est-à-dire que pour ceux qui travaillent un peu les structures de drapeau, hein, type penant, flag, on avait une belle structure en flag. Hein, c'était plutôt pas mal. On avait une belle impulsion haussière. Et après, on avait fait un correctif qui était long en timing et faible en retracement. Un peu d'ailleurs ce qu'on a sur le CAC actuellement. Et en ratio Fibo, on avait fait un retracement 23,6. Sans dire de bêtises, voilà. On était venu chercher 23,6, 38,2. Donc c'était vraiment un niveau de retracement de flag propre. Et à partir de là, une cassure du flag. Donc on fait une sortie de flag et là on revient en fait. Donc il n'y a pas assez de puissance. Parce que techniquement là, ça va nous donner un objectif énorme. Parce que pour ceux qui travaillent un peu les reports de flag, c'est vous reportez le mât sur le bas du drapeau. Donc on était sur un objectif à 1,3650. Donc on avait un potentiel à 1,3650, ce qui était énorme. Et effectivement, il y a eu un échec sur la cassure du flag, et là on revient. Alors là par contre, le niveau des 1,33, on a fait une belle divergence baissière. Là pour le coup, il y a une belle divergence baissière sur le niveau des 1,33, ce qui n'est pas le cas sur les indices actions. Donc là, oui. Ouais, non, c'était un bon point. Moi, personnellement, tu vois, à moyen terme, je l'ai pris, là, ce signal, là, donc je suis vendeur actuellement sur euro-dollar. Mais c'était un bon signal par rapport à ce que tu nous expliquais au début, c'est-à-dire que on reste bloqué sous la moyenne mobile exponentielle 150, pardon, qui reflète la dynamique de fond. On voit qu'on entre dans des zones d'excès en passant au-dessus des bandes de Bollinger, tout en étant toujours dans le sens de la dynamique de fond qui reste baissière. Donc à moyen terme, en l'occurrence l'intérêt graphique journalier, t'ajoutes à ça une divergence comme tu as dit qui indique un essoufflement de la part du mouvement haussier. On avait une configuration baissière intéressante. Moi c'est comme ça que j'ai tradé. Donc de toute façon vous aviez déjà rien qu'avec les outils que je vous ai montrés, hein, parce que vous comprenez bien, les auditeurs je pense comprennent bien que j'ai un ou deux indicateurs en réserve là-dessous normalement. Mais là déjà rien que pour vous montrer que il ne sert à rien d'avoir plein d'indicateurs sur ces graphiques sans déjà avoir quelques bases et comprendre le fonctionnement. On est revenu en contact MM20 hebdo avec en journalier. Donc l'intérêt toujours de pouvoir marier différentes unités de temps et de chercher les appuis sur différentes unités de temps en même temps. Et on avait au même moment une bande de Bollinger supérieure au journalier qui était à plat. Et pour ceux qui travaillent les bandes de Bollinger, vous savez que quand elles sont à plat, en haut ou en bas, ça vous donne un niveau de support ou de résistance. Et qu'il n'y a plus de dynamique. Vous n'avez plus de dynamique. Donc on s'est retrouvé en fait avec des bandes de Bollinger supérieures en journalier qui étaient à plat. Et bien sûr sous la 150 Expo, donc, toujours une dynamique de fond qui est baissière. Et en plus la MM20 hebdo. Donc vous aviez trois choses pour essayer de reprendre une phase baissière. Alors à l'inverse, par contre, on avait, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure en héliotisme, cette structure de flag. Et en règle générale, vous avez toujours deux options possibles. D'ailleurs, on voit quoi là en journalier sur l'euro-dollar? Que l'appui qu'on a actuellement sur la zone des 1,30, elle se confond avec quoi? Avec la bande de Bollinger inférieure qui, elle, remontait. Ça, c'est pareil. Quand vous avez des bandes de Bollinger
qui sont en inverse des cours. C'est-à-dire que ce que ça veut dire, c'est que là, j'ai des cours qui descendent sur une bande de Bollinger qui est montante. Ça, vous allez vous retrouver, je dirais, 6 à 7 fois sur 10, donc dans 60 à 70% des cas, sur un appui qui sera pas cassé dans l'immédiat. Donc on aura au moins une rotation peut-être avec la MM20 de l'unité de terme. Donc ici, peut-être un retour sur la zone 1,3150. Pour derrière, après, revenir sur le contact à 1,30 si on veut le casser. Donc après, on peut zoomer un peu plus sur le 4 heures. Donc là, par exemple, pour les personnes qui travaillent les figures, là, on a une structure, par exemple, de tasse avec anse. Ce serait plutôt l'inverse. Vous avez d'abord une anse, et après, vous avez une tasse. En ligne de coup, là, en ligne de coup, 1,30-50. Donc si cette figure, par exemple, devait fonctionner, on ne doit pas repasser au-dessus d'un 30-50. Parce que si je dois vous la mettre, vous voyez, si elle doit être propre, elle devrait être comme ça. Après, vous avez des mèches, on n'est pas non plus exactement à des points près. Mais... Donc là, tout à l'heure, on parlait d'objectifs, comment définir des objectifs. Ben voilà, là, vous avez une structure de retournement. On est bien dans la tendance, on a vu tout à l'heure en hebdo, en journalier, qu'on était toujours dans une dynamique baissière. Là, imaginez-vous que vous avez la MM20 hebdo qui nous coiffe là. Donc c'est toujours l'intérêt d'analyser le marché sur différentes unités de temps. Et donc si la zone des 1,30-50 devait bloquer, on a peut-être validé une structure donc de tasse avec anse inversée. Il faudrait la retourner pour l'avoir à l'endroit. Donc avec un objectif, un report, 1,33 moins 1,30-50, vous avez 150 pips, donc à reporter, ça va vous faire 1,29. Je sais plus compter. Ça va vous faire bien plus que ça. Ça va vous faire 250 pips, donc 1,28, autant pour moi. Voilà. Donc un objectif à 1,28. Ça, voilà une façon, par exemple, de monter une stratégie avec des figures. Et privilégier, par contre, le travail des figures chartistes dans le sens de la tendance de fond. Ça, c'est important. Vous aurez beaucoup plus de chances de faire des objectifs de figures et d'avoir raison déjà en jouant des figures dans le sens d'une tendance plutôt que l'inverse. Ok. Donc, sur le... ouais, donc voilà. 1,28 en objectif en étudiant spécifiquement une figure chartiste. Moi personnellement, je joue pas de la même manière que vous, c'est-à-dire que moi je suis sur la même position, mais moi j'utilise pas vraiment les figures chartistes, j'utilise plus les cassures de zones de support et résistance. Et là en l'occurrence, on avait cassé une zone de support oblique selon moi, et donc c'est ce qui avait déclenché ma prise de position à la vente. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je place un stop au-dessus ou en dessous de seuil technique important, en l'occurrence bien souvent au-dessus ou au-dessous de précédents plus haut ou plus bas. Donc là j'avais placé mon stop au-dessus des précédents plus hauts qu'on avait marqué il y a quelques jours à 1 point, je crois que c'était 1,32 et quelques, je m'en rappelle plus, et je laisse courir sans objectif jusqu'à ce que le mouvement en cours s'essouffle en fait. Étant donné que je suis dans le sens de la tendance de fond, je vais laisser au maximum courir la position dans l'espoir et dans l'attente qu'on casse les précédents plus bas et donc qu'on poursuit la tendance initiée. Et une fois que je vois que le mouvement s'essouffle par la présence de divergence, tout simplement parce que les bougies, donc en l'occurrence baissières, sont de plus en plus faibles, qu'on commence à avoir des bougies haussières qui apparaissent, etc. Je coupe. J'ai pas d'idée précise d'où je vais couper, mais donc on voit que l'idée revient à peu près au même, c'est-à-dire que vous pariez sur une poursuite du mouvement avec un objectif à 1,28. On est exactement dans le même type d'idée, dans le même type de scénario à jouer. Par rapport à vos stop loss sur une position comme ça, vous le conseillez où? Est-ce que le stop loss est préconisé également par rapport à l'étude de la figure, en l'occurrence de la tasse On fait tout le temps un stop loss. Le stop loss, il peut être déterminé. Là, en l'occurrence, il faut trouver un appui, donc on va se remettre sur le journalier. Le journalier de 4 heures. Un peu trop loin. Voilà. Donc si on devait par exemple prendre une position, déjà la position on la prendra ici dans la zone des 1,30-50 pour jouer un retournement. On pourrait peut-être, d'ailleurs regardez, on pourrait peut-être aller chercher peut-être la zone des 1,31, ce qui est pas idiot. Vous voyez par exemple le travail qui est fait, regardez le travail qui est fait sur la 150 Expo. Vous savez, je vous dis, cette 150 Expo, je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est vraiment, alors on a tous un peu nos petits dadas en tant qu'analyste chartiste. Vous en avez, c'est la moyenne mobile 100, d'autres c'est la MM200, d'autres c'est la MM44 et ainsi de suite. Et c'est vrai que la 150 Expo, je trouve que c'est vraiment, ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est important, c'est le nombre de data que va prendre en compte votre moyenne mobile pour vous donner en fait une vue d'ensemble. C'est ça qu'on recherche. Et c'est vrai que 150 données, c'est pas mal. 150 données, je trouve que 100 c'est un peu court et 200 c'est un peu trop long. Vous voyez, donc 150 c'est vraiment, je coupe la poire en deux. Expo pour donner un peu plus de dynamique sur les dernières données, bien sûr.
Et c'est vraiment un outil, vraiment, regardez, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Alors, vous voyez, par exemple, là, ici, sur la reprise de baisse, on n'a pas été chercher, on n'a pas été la chercher. Et vous voyez, sur la zone d'appui, par contre, on revient dessus. Donc là, vous voyez, on est venu s'appuyer pour déclencher une nouvelle impulsion dessus. Souvent, derrière, un petit short sur la 150 expo en 4 heures, regardez, peut-être avec une MM20 en 4 heures. Ça peut être pas mal. Oui, c'est toujours important d'essayer de donner à son point d'entrée de marché différence d'appuis. Plus vous lui donnez des appuis, meilleur c'est, j'ai envie de dire. Alors, ça ne veut pas dire que vous aurez raison à tous les coups, mais au moins, si on vous dit, mais pourquoi tu as shorté un 31, vous direz, j'ai shorté un 31 parce que j'avais la MM Expo 150 en 4 heures qui était en train de se retourner, j'avais une MM 24 heures qui était en train de baisser, j'avais peut-être un timing, des divergences, des volumes, ce genre de choses. Vous voyez, donc c'est toujours important. Et puis, là, on parle en 4 heures, mais peut-être qu'en 1 heure, il y a autre chose. Vous voyez, faut toujours essayer de marier, en fait, différentes unités de temps. Donc là, après, si je dois mettre un short, je vous dis, je vais mettre aussi mon stop, je vais le mettre en fonction du gain que je recherche. Mais après, bien sûr, je vais essayer de me caler par rapport à une dynamique. Vous l'avez dit vous-même. Vous dites, voilà, je vais prendre un précédent plus haut et je sais que si je casse tel niveau, ça va invalider mon scénario. Bon, là, le tout est de trouver le bon point, j'ai envie de dire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est effectivement qu'on casse pas des niveaux de retournement de marché qui soient trop conséquents. Donc, il faut pouvoir bien comprendre à quoi correspond notre niveau de stop, et pas de le mettre juste comme ça sur le dernier plus haut. Parce que si votre dernier plus haut, c'est juste une phase corrective, ça se trouve que le marché va aller encore un petit peu au-dessus de votre niveau de stop, sans invalider la tendance de fond. Vous voyez. D'accord. Donc, c'est d'où l'intérêt de comprendre les dynamiques du marché et d'essayer de décortiquer un petit peu les structures du marché. Quand j'ai décortiqué les structures, c'est regarder comment ils se comportent, à quoi correspondent les impulsions. Là, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on voit? Regardez, la 150 expo en 1 heure, on voit qu'elle a fonctionné 2 fois. Là, vous voyez, donc, le marché, par contre, il s'enroule un peu plus dessus, et il vient en appui en short ici, il revient en short ici. Maintenant, elle est là. Donc, peut-être que la 150 expo peut servir de marqueur pour un retournement de tendance. Vous voyez, regardez, vous voyez, là, elle était globalement à plat, donc il n'y avait pas de dynamique. Là, le décalage du marché l'a fait monter un petit peu, et là, hop, elle se arrondit. Donc, on n'est peut-être pas encore entré dans une dynamique baissière sur l'euro-dollar. D'accord, donc reste à confirmer. Regardez le 2 heures. Regardez le 2 heures. Je crois que c'était... Ouais, le 2 heures, c'était pas mal. Vous voyez là, le point là. Le marché, il vient, il est en la 150 expo en 2 heures, on est dedans. Regardez, et là, on est juste en fait sur un retournement. Donc pour l'instant, il y a une tentative de retournement sur l'euro-dollar, mais qui n'est pas encore confirmée. On peut dessiner une énorme structure de range. D'accord. Pas... Okay. Mais donc, Et... le problème, c'est qu'à un moment, il faut faire son choix, parce que notamment si on utilise beaucoup d'unités de temps différentes, on va avoir je pense qu'on aura toujours des unités de temps qui nous donneront des signaux relativement contradictoires ou qui seront peut-être plus lents que les unités de temps, etc. Il y a un moment où il faut faire son choix. Donc là, par exemple, étant donné qu'on a cassé les précédents plus bas, mais c'est pas cassé, on est juste passé en dessous pour le moment, et qu'on a quand même franchi à la baisse sur de nombreuses unités de temps des seuils importants à l'image des moyennes mobiles et également des moyennes mobiles qui se retournent, etc. À quel moment en fait faire son choix et considérer que la tendance ça y est cassée? La tendance sera cassée quand on aura retourné tous les appuis. Quand vous aurez retourné les appuis les uns derrière les autres. Déjà, regardez, si vous vous mettez, là je vous ai remis l'euro-dollar en journalier. Vous faites une observation simple. Regardez déjà la structure des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger sont comment? Les bandes de Bollinger sont à la tendance à se resserrer. Là, on vient de taper pile poil les bandes de Bollinger journaliers. À mon avis, la perspective d'aller plus bas à court terme, ça me paraît difficile. D'accord. Là, Okay. vous voyez, regardez comment est la MM20. On avait une dynamique sur la MM20. Regardez quand même le travail que peut faire le marché. Vous voyez, la MM20, c'est une moyenne mobile qui est simple, qui est peut-être une des moyennes mobiles les plus suivies. Mais regardez le marché. Vous voyez, des fois, on cherche des points de marché. Mon Dieu, regardez la MM20 dans la phase baissière. Une fois, regardez, bam, bam, une fois qu'on est passé dessous, on repasse plus. On revient dessus. À chaque fois, c'est shorté. Là, on la frôle. Là, on revient dessus, c'est shorté. Vous voyez? Donc, ce qui est intéressant sur les moyennes mobiles, c'est que ça peut vous donner des niveaux d'achat, des niveaux de vente. Et pareil, regardez, quand on est revenu suite à cette petite structure en flag, on est revenu s'appuyer dessus. On a déclenché une petite impulsion qui a fait le long feu. Et là, par contre, on revient dessous. Donc cette MM20 n'est plus dynamique, puisque maintenant on passe au-dessus et en dessous, mais elle n'est pas encore en train de se retourner baissière. Donc là, je peux pas vous dire, l'euro-dollar, il se retourne baissier, ça y est, tous aux abris, on va casser à 26. Ça me paraît pour l'instant beaucoup trop tôt. Donc là, en regardant juste ça sur le journalier, sur le 4 heures, sur le 2 heures, moi pour l'instant, je dirais qu'à court terme, l'euro-dollar, ça sera plutôt une structure de range. On serait plutôt dans une structure de range avec au moins un objectif d'un retour sur 1,3150.
qui est un peu la MM20. Et je dis ça pourquoi? Parce que c'est une structure un peu classique que je connais bien, donc qui est en fait cette structure du marché qui vient taper sa bande de Bollinger qui monte, donc qui vient un petit peu le conforter, l'appuyer. Si vraiment on doit péter donc cette zone des 1,30, il va nous falloir, à mon avis, je pense, reprendre un peu de force sur la MM20. Et de là, si les 1,31,50 sont bien attaqués, là on pourra retourner sur les 1,30 et cette fois enclencher quelque chose de plus puissant. Vous voyez? Mais là pour l'instant dans l'immédiat, ça me paraît un peu difficile d'aller casser les 1,30 comme ça tout de suite. Alors, il y a une autre solution, ça serait qu'on dérive à plat assez faiblement, donc on reste dans un range assez étroit, 1,30, 1,30,50, 1,31 comme ça pendant quelques jours, le temps en fait de retourner la bande de Bollinger, ce qui est aussi un cas qui peut arriver. Enfin, le troisième cas, ça sera une cassure immédiate, une continuité du petit mouvement baissier qu'on voit, qu'on a observé. Je pense qu'on peut trouver sur un 2 heures, peut-être sur un 1 heure, on aura quelque chose de plus dynamique. Sur un 30 minutes. Voilà, 30 minutes, voilà. Le 30 minutes, vous voyez l'intérêt quand même de balayer. Vous voyez, 30 minutes, voilà, la 150, vous avez une pente 150 en 30 minutes. Voilà, là, on a une bonne dynamique. Vous voyez, là, on la voit bien, la tendance baissière court terme. Regardez le 15. Regardez le 15, c'est pas fait exprès. Hein. Regardez, hop. Regardez le 15. Là, on est en haute tendance court terme sur le 15. Donc là, si on doit reprendre un short à court terme, en intraday, là, le niveau de ce niveau-là, il était pas mal. Par exemple, ça, c'est une idée. Vous avez 750 expo baissière et vous pouvez coupler ça avec une bande de Bollinger qu'on doit pouvoir trouver. On a dit qu'on était en 15 minutes, donc sur le 1 heure. C'est encore un peu haut, 30 minutes. Il y a pour ceux qui font un peu de chandelier japonais, ça c'est pas mal. Hein. Là, il est 17 heures, donc elle va être validée. Hein. Là, on va confirmer un beau doji en 30 minutes sous la 150 expo en 15. Vous voyez l'intérêt de regarder les marchés sur différents temps. Donc là, vous avez un signal de short. Là, j'ai envie de dire, là, on a un signal de short. Là, vous avez, déjà rien qu'en regardant ça, vous avez une 150 expo, 150 qui est la 150 expo 15 minutes qui est shortée. Vous avez un doji 30 minutes qui est plutôt beau, hein, et plutôt pas mal. Hein, ça a bien chassé, là, 20 pips sur une tendance en ligne haussière, un beau petit doji, c'est pas mal. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Le marché bouge bien sur ce niveau. Mais là, c'est uniquement par rapport à l'impulsion haussière sur les 1,29,75. Vous voyez. Donc, il faut toujours se replacer dans le contexte. J'ai envie de dire à quel moment on place des niveaux, on rentre sur le marché, à quel moment on met ses stops, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on construit son plan de trade, c'est par rapport à ce que vous cherchez. Là, on peut faire un short avec les données qu'on a pour aller chercher un retour, je dirais au moins sur la 20 du 30. Parce que là, quand même, le marché a envoyé un signal puissant. Là, on vient la dynamique baissière court terme, elle vient d'être cassée, là, clairement. On le voit bien. Donc derrière, on peut faire un short sur ces niveaux-là et chercher un retour, par exemple, sur la 20 du 30, dans la zone des 1,30-10. Ça, c'est pas mal. On va chercher 30 pips, on va se stopper donc 10 pips. Vous voyez, c'est pas énorme. Par contre, si on cherche quelque chose de plus puissant, vous me parlez tout à l'heure d'une prise de position short pour chercher les objectifs plus lointains, on revient sur les unités plus larges, et là on voit que on est peut-être encore trop bas pour prendre un short immédiatement. Ok. Et sur le journalier, voilà, le journalier, c'est la structure de range. De toute façon, moi, je préférerais toujours un appui long. Je préférerais un long sur une bande de Bollinger comme ça, montante, globalement à plat. La bande supérieure qui est à plat, là, le marché, en gros, là, l'objectif, ce serait d'acheter une structure comme ça, quelle que soit l'unité de temps. Là, c'est l'eurodoll en journalier, ça pourrait être le CAC en 15 minutes, ça pourrait être le pétrole en 1 heure. Ces structures-là, il faut plutôt quand même les travailler sur bande à bande. Là, le marché vous indique peut-être une structure de range. 1,30, 1,33. Et de chercher un balayage de range. À mon avis, c'est le meilleur plan à faire là, comme ça, de but en blanc sur l'euro-dollar. Ok. Bah, en tout cas, c'est très complet et précis. Merci pour la réponse complète. Alors, ça va être les dernières questions. Parce qu'après, on va devoir donc arrêter ça. Simplement, on nous avait demandé, donc tous les bons trades là, 150 expos pour la moyenne mobile secrète et simple, ça doit pas être pareil. Monter, Nico disait hop. Je vais. Ok. Alors, si on y va, on lui envoie la. Ok. Demande-lui s'il y a autre chose que l'analyse technique ou l'analyse fondamentale. Donc, est-ce qu'il existe d'autres types d'analyse ou c'est simplement les deux principales qui existent selon vous? Après, on peut analyser le marché. Il y en a qui analysent le marché, je crois, avec les astres. Hein.
vous pourrez l'analyser avec les colliers papous ou avec n'importe quoi d'autre. Je pense que il y a plein de théories plus ou moins fumantes pour analyser les marchés. Maintenant, par expérience, ce qui se fait quand même le plus par les opérateurs de marché, hein, qu'ils soient privés ou professionnels, c'est de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique. Et d'ailleurs, quand vous avez des robots, les robots derrière, ils vont souvent reprendre des idées à l'analyse technique. Hein. Faut pas, c'est des calculs de moyenne mobile, c'est derrière les algorithmes. Bon, ça peut être un peu plus complexe aussi, hein, pas que les outils d'analyse technique en soi, mais après il y a toutes les techniques par rapport aux volatilités, ce genre de choses. Mais le marché, il va s'analyser globalement, fondamentalement, avec l'analyse fondamentale et l'analyse technique, sachant que moi, l'idée que j'ai, le recul, l'expérience que j'ai, ça serait plutôt de dire la chose suivante. Quand vous faites de l'analyse de long terme, faites plutôt de l'analyse fondamentale, parce qu'on gagne en pertinence. Et quand on fait l'analyse de court terme ou de très court terme, prenez plutôt l'analyse technique parce que c'est plus pertinent. Et plus vous augmentez l'unité de temps, c'est ce que je trouve, alors c'est peut-être pas forcément vrai, hein, c'est moi qui le dis, mais plus vous augmentez votre unité de temps, plus vous perdez en qualité de prévision avec l'analyse technique, et plus vous augmentez avec l'analyse fondamentale, et inversement. Voilà. Donc l'idée, ça serait un peu ça. Donc si je fais un plan de trading, si je dois prendre une position sur le CAC à 12 mois ou 18 mois, j'irai plutôt sur l'analyse fondamentale et voir un peu l'évolution en macro, sur une zone monétaire, sur le cas de la France, la zone euro, la zone dollar ou ce que vous voulez. Et à l'inverse, si je dois faire une analyse sur quelques minutes, quelques heures, quelques journées, je vais prioritairement aller sur l'analyse technique. Ok. Ouais, en fait, moi, ce que je pensais, donc là, c'est précisé par une question d'un des membres, c'est voilà, qui parle par exemple de l'analyse quantitative. Moi, je pensais également par exemple, aller voir ce que font les gros, c'est-à-dire les gros investisseurs, ce type d'analyse un peu différente de l'analyse fondamentale ou technique classique. Mais est-ce que selon vous, ça rentre en fait dans le cadre de ces deux types d'analyse? Un petit peu, et ça vient chercher un peu, ça vient chercher. Moi j'ai bossé dans un hedge fund, donc je vais vous dire, j'ai vu un peu de tout pour essayer de gagner de l'argent sur les marchés. J'ai vu un peu de tout, et je pense qu'on a effectivement, de toute façon, on voit bien qu'il y a un puissant courant depuis maintenant plus de 10 ans, une quinzaine d'années maintenant, qui tend à faire rentrer beaucoup plus de maths dans l'analyse des marchés, avec le succès qu'on lui connaît. C'est tout le problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut réduire l'évolution des marchés uniquement à des composantes mathématiques? C'est ces questions auxquelles aujourd'hui, je pense, on n'a pas encore répondu. Et quand on voit les performances ces fameux robots, même s'ils font beaucoup de volume, parce qu'on peut pas leur enlever, en termes de performance, ça semble pas extraordinaire. Alors, je dis pas qu'il y a des robots qui sont pas performants, mais ils vont être performants pendant un temps, pendant un certain type de marché, et tout d'un coup, le problème du robot, c'est qu'à un moment donné, il déraille. Donc c'est un peu le souci. Quand vous êtes un trader discrétionnaire sur l'analyse technique, alors vous pouvez me dire pour aussi dérailler, mais normalement vous êtes beaucoup plus adaptable, je dirais. Le problème des robots, moi, en tout cas je trouve, c'est ils sont moins souples que les êtres humains. Et qu'on peut utiliser les robots, ils sont peut-être très rapides à passer plein d'ordres, ça c'est sûr qu'on ne pourra jamais battre un robot pour passer les ordres, mais des fois en termes d'analyse de marché, je suis pas persuadé que le robot soit meilleur qu'un être humain. Et je pense que le meilleur robot encore aujourd'hui, ça reste encore à mon avis le cerveau humain. Ok. Mais merci en tout cas pour toutes les réponses. Vraiment, c'est très gentil d'être resté aussi longtemps et je pense que ça a intéressé tout le monde. Et on va se quitter là-dessus. Par contre, je vais te laisser quand même parler et faire une pub un peu d'AvaFX, puisque tu es là pour représenter AvaFX, c'est tout à fait normal. Donc si tu as un mot à dire à propos à nos auditeurs, on a été pas mal aujourd'hui, on était jusqu'à 80 je crois, à suivre l'émission en simultané. Il y a eu beaucoup de monde sur le chat, etc. L'émission sera disponible en différé. Donc voilà, c'était un mot à dire à propos d'AvaFX. Bah, écoutez, moi je vais vous donner donc notre numéro de téléphone hein, où on est joignable donc dans nos bureaux donc on est situé au 29 rue de Bassano donc dans le 8e arrondissement à Paris hein, c'est juste à côté des Champs-Élysées pour ceux qui connaissent un petit peu à côté de Georges V et donc on est disponible donc au 01 76 73 29 60 et vous pouvez aussi nous avoir par email donc à f.lemanac, @avafx.com. Sinon, je vous invite pour déjà
aller au-delà de découvrir un peu qui est AvaFX, d'aller sur notre site tout simplement, hein, avafx.fr, où vous aurez déjà tout un ensemble pour revoir un petit peu les conditions par rapport aux différents marchés que nos auditeurs seraient intéressés à trader. Et après, s'ils n'hésitez pas donc à vous mettre en contact avec nous, si vous voulez qu'on mette en place des formations. Nous, régulièrement, on organise des séminaires, on est amené à bouger pas mal. On va dans l'ouest, dans le sud de la France, dans l'ouest. Là, récemment, on était à Bruxelles et à Lille. Donc, vraiment, on est amené à pas mal bouger parce qu'on sait des fois on a des clients qui sont dans toute la France, hein, et aussi même en Belgique. Donc, on va aussi voir nos clients. Voilà. Ok, bah merci beaucoup, vraiment Nicolas. Et puis bah si un de ces quatre voulait revenir, vous êtes toujours le bienvenu en tout cas. Merci beaucoup. Ok, bah bonne journée à vous, bon trade. Et puis bah peut-être qu'il y aura des, je sais pas, mais ça arrive parfois, des gens qui ont des questions après coup, donc qui les laissent sur le forum, etc. À la limite, je les transmettrai à, j'ai des contacts chez AvaFX, si jamais il y en a, voilà. Très bien. Ok, bonne journée. Merci beaucoup, Fabien. Au Au revoir. revoir. Ok, voilà. Bah, écoutez, merci à tous pour votre participation, c'était super intéressant. 114 euros de profit sur le compte moyen terme, plus de positions ouvertes sur le compte court terme. On a fait 20 pips de profit, on a pu faire beaucoup plus. C'est le jeu. Je supprime mon ordre en attente d'ailleurs. Je vais vous quitter là-dessus. C'était une longue session, 3 heures en tout. En tout cas, vraiment, je pense qu'on peut dire merci à Nicolas, dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Pardon. C'est donc Nicolas Facetower, parce qu'il a répondu de manière très complète et relativement sans langue de bois à toutes les questions qu'on lui a posées. C'est quand même très sympa de sa part. AvaFX, donc c'est un broker, il propose des comptes démo, etc. Donc comme il l'a dit, hein, vous allez sur leur site si vous êtes intéressé. C'est important quand même d'en rendre hommage parce que c'est un boulot qui vient d'être fait, hein, participer 2 heures comme ça, de manière totalement gratuite à l'émission, nous donner des informations, etc. C'est quand même vachement sympa de leur part. Donc moi pour ma part vidéo bourse ça roule comme d'habitude, hein. Ceux qui veulent voir toutes nos actualités, les prochains invités, etc., je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez notamment Facebook, donc il y a le lien en haut à droite du canal de diffusion de l'émission, et sinon vous avez tous les réseaux sociaux sur lesquels on est présent, au-dessus du canal de diffusion du logo de Vidéo Bourse, donc en haut à gauche du site. Moi je vais vous retrouver, déjà ce soir je vais publier une analyse moyen terme long, moyen et court terme de la paire euro-dollar, comme je fais chaque jour en différé là. Demain je vous retrouverai pour de nouvelles aventures en direct et une session de trading court terme, donc de 14 à 16 heures. J'ai rien d'autre à ajouter. Bonne soirée à tous, bon trade. À demain sur videobourse.fr.